Bonsoir à tous. Donc, effectivement, ce soir, suite à la synthèse de Laurent, la 34e synthèse de l'agence sur la circulation à Nantes, ça coince ou ça coince pas, le Conseil de développement a souhaité que j'intervienne pour non seulement présenter les résultats contenus dans cette synthèse, mais aller au-delà d'un sujet qui est un peu nouveau, en tout cas dans l'air du temps et surtout à l'agence, les données et notamment les nouvelles façons d'accéder à la donnée. Donc ce soir, mon intervention aura trois parties. Un, je vais revenir sur ce qu'est l'agence. Alors je vais aller brièvement sur l'outil en tant que tel, mais le rôle de la donnée pour l'agence d'urbanisme, ce qu'on en fait, parce qu'on en manipule depuis près de 40 ans maintenant. Revenir sur l'outil qu'on a développé, qu'on a appelé Métrosat, comme métropole et saturation. Et ensuite, en dernière partie, les principaux résultats. Alors vous allez comprendre très vite qu'on manipule et qu'on a accès quotidiennement à peu près 600 000 données jour. Donc il n'est pas possible pour moi de tout vous présenter ce soir. Donc je vais résumer mon intervention à une première partie qui va être surtout l'accessibilité de la ville de Nantes. Donc l'agence d'urbanisme est une structure associative créée en 78, donc elle a plus de 40 ans, créée à la base pour aider à monter l'intercommunalité sur la métropole nantaise. Donc il y a 40 ans, ça ne s'appelait pas métropole, mais ciment, puis district, puis communauté urbaine. Aujourd'hui, la forme juridique la plus élaborée, c'est donc le métropole. Et donc l'agence a servi à construire cette intercommunalité. Alors vous en doutez, que l'ingénierie des collectivités territoriales, et notamment de Nantes Métropole, a également évolué, est devenue de plus en plus robuste, et donc les métiers de l'agence d'urbanisme et le positionnement de l'agence d'urbanisme a évolué. Aujourd'hui, on est un outil partenarial d'aide à la décision aux élus sur un ensemble de thématiques, annuellement avec nos adhérents, dont vous avez la carte. Donc on a forcément la métropole nantaise en vert, puis des territoires adjacents qui sont essentiellement des intercommunalités, Erdre-et-Gève, Loire-et-Sillon, le Pays de Ré, des territoires de projet comme le pôle métropolitain Nantes-Saint-Nazaire qui gère le SCOT métropolitain, le département, la région et même une intervention en Vendée. Là, c'est une fruit de l'histoire, mais en tout cas, voilà. Et puis, depuis 2 ans, on a aussi modifié nos statuts et du coup, on a ce qu'on appelle des membres associés. Dans ces membres associés, on va trouver essentiellement des établissements publics, type université, toutes les SEM et SPL du territoire, donc aménageurs, sémitants, NGE, voilà pour et puis un certain nombre les banques, les notaires. Donc voilà, et pour ces gens-là, on travaille donc chaque année, on a un programme de travail qu'on élabore avec eux et le but c'est de remplir ce contrat sur l'année. Donc on intervient en matière de planification, d'observation territoriale, de développement, de prospective, de projets urbains, de politique publique et bien sûr toutes les politiques sectorielles inhérentes à ces grandes thématiques que sont la mobilité, le logement, l'habitat, etc. Nous appartenons à un réseau national, une fédération nationale des agences d'urbanisme. Il y en a à peu près une cinquantaine en France. Et ce que vous voyez, c'est que dans nos différents champs d'intervention, il y en a un ce soir qui va être plus prégnant que les autres, c'est l'observation territoriale. Effectivement, depuis 40 ans, on cumule des données. D'ailleurs, c'est une des forces de l'agence, c'est qu'il y a un endroit sur le territoire où depuis 40 ans, on capitalise les données et on les stocke. Et donc, on a, je dirais, une vision historique des politiques publiques conduites sur la métropole, mais vous l'avez vu, aussi au-delà. Et donc, s'interroger sur les données, c'était aussi dans un contexte où, vous le savez, le numérique a, je dirais, multiplié les sources de données, a multiplié la quantité de données disponibles. Et tout ça, que ça s'appelle big data ou autre, c'était une vraie question qu'il se posait dans la vie de l'agence. Et donc, nous, on s'est attaché à 3 éléments. Un, les trous dans la raquette, c'est-à-dire on a des données aujourd'hui, mais il nous en manque. C'est-à-dire qu'il y a des sujets sur lesquels on n'a pas une photo précise, une photo nette de ce qui se passe. Donc c'est comment le numérique, toutes les données qui existent aujourd'hui et qui foisonnent un petit peu partout, nous permettent de combler ces trous dans la raquette. Le deuxième, c'est le millésime et la temporalité des données. J'y reviendrai plus tard, mais aujourd'hui, les données dont on dispose ne sont pas forcément générées quotidiennement. Si je prends le recensement, le pas de temps d'un recensement, avant c'était 10 ans, bon, depuis quelques temps c'est 5 ans, mais vous voyez qu'on n'a pas annuellement ou même quotidiennement la donnée. Donc nous, c'était
de trouver comment le numérique et le big data nous permettaient d'être réactifs, d'être actuels dans la donnée pour pouvoir, je dirais, alerter plus vite et décider plus vite. Et enfin, la troisième intention, c'était bien sûr de doter nos adhérents, essentiellement, vous l'avez compris, les collectivités locales, de leurs propres outils. Chaque année, vous le savez, il y a différents magazines qui produisent des palmarès, des benchmarks, où vous apprenez qu'en qualité de vie, Nantes est troisième, qu'en mobilité, Nantes est dernier ou premier. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on est en bas du classement, on n'est pas content. Quand on est en haut, on est content. Mais généralement, on ne sait pas ce qui fait, quels sont les critères ou les caractéristiques qui ont permis d'élaborer les classements. Donc en se dotant de nos outils, on garantit à nos adhérents que ce qu'il y a dans la boîte, on peut leur expliquer, et donc ils peuvent la comprendre et donc la commenter. Parce que ce qui nous intéresse, nous, ce n'est pas tant d'avoir des nouveaux chiffres, des chiffres pour des chiffres, on en avait déjà. C'est surtout être capable de les objectiver et de donner la capacité à comprendre leur analyse. Ça, c'était les trois grandes intentions de départ. Bien sûr, ce soir, je vais parler essentiellement de mobilité, mais cette révolution du numérique et des données au sein de l'agence, c'est transversal à tous nos métiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille beaucoup avec les énergéticiens, avec les banques, avec le secteur de l'alimentaire, et tout ça, ça nous permet d'accéder à des nouvelles données. Et donc, toute cette réflexion, elle a lieu dans toutes les thématiques, et vous allez voir, dans l'année qui va arriver, d'autres outils comme Metrosat, dans d'autres thématiques, vont sortir pour être, là encore, plus réactifs, voir des choses qu'on ne voyait pas avant, à des échelles de territoire qu'on n'avait peut-être pas la capacité de voir d'un ensemble. Donc c'est tout ça qui va arriver, et donc ça va dépasser largement le champ de la mobilité. Bien sûr, qui dit données, dit de faire attention, à la fois dans l'utilisation et la distribution de données. Et donc l'agence s'assure et est accompagnée pour garantir un rôle de confiance. C'est-à-dire que quand quelqu'un stocke de la donnée à l'agence ou transfère de la donnée à l'agence, il faut que nous, on s'assure qu'on ait un rôle de tiers de confiance et donc qu'on ne fasse pas n'importe quoi pour la donnée. Et puis, on n'est pas dans une logique aussi où aujourd'hui, avec le big data, on peut vite se noyer. On peut, je ne sais pas si M. Priol est déjà intervenu ici sur le numérique, mais effectivement, il explique qu'aujourd'hui, les données, c'est l'équivalent du Pacifique rempli de grains de riz. Donc, on voit qu'on peut chercher, jamais trouver. Donc, nous, on se base sur une intention de départ d'utilité pour la politique publique. Donc là, par exemple, quand on se pose la question du développement de l'outil Metrosat, c'était bien comment on objective quelque chose que tout le monde ressent, mais on a du mal à mesurer tous les jours. Le temps de parcours en voiture dans la métropole nantaise. Ça, c'est la diffusion, c'est le traitement, mais il y a aussi en interne un protocole très strict de protection et de contrôle de données. Ça se traduit par tout un tas de processus, mais également du hard, c'est-à-dire qu'on a du matériel comme des coffres-forts numériques qui ont été installés à l'agence, parce qu'on a des données maintenant qui ne sont plus anonymes, type des données de banque, et donc forcément par rapport à ceux qui nous transfèrent la donnée et qui nous demandent d'analyser pour leur compte des données, il faut qu'on ait des garanties de protection de la donnée. Tout ça, ça s'intègre dans, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, du RGPD, donc Règle générale de protection de données, qui est un règlement européen en vigueur pour tous ceux qui possèdent de la donnée depuis mai dernier. D'ailleurs, si vous utilisez smartphone, vous avez vu que depuis quelque temps, toutes les applications que vous aviez dans votre téléphone vous demandent trois questions généralement. Est-ce que vous acceptez de transférer vos données, est-ce que, etc., etc. Et depuis, c'est parce que le règlement d'utilisation de la donnée a changé, c'est pour ça que toutes vos applications sont en train de vous demander des validations, alors qu'avant, c'était de plus ou moins d'accord tacite. Voilà pour l'intervention de, en tout cas, l'utilisation et la problématique ou la nouvelle problématique des données au sein de l'agence d'urbanisme. Maintenant, l'outil Metrosat. Qu'est-ce que c'est? Alors, pour avoir une photographie nette en matière de déplacement, on a besoin de quoi? On a besoin de savoir qui. Alors, quand on dit qui, ce n'est pas nominativement, c'est savoir le genre de la personne qui se déplace. Est-ce que c'est un homme, une femme, son âge, sa CSP, son revenu, etc. pour pouvoir caractériser le déplacement observé de la personne. Et ça peut être utile, notamment, si je donne un exemple concret, vous avez dû lire qu'aujourd'hui se posent des questions de régulation de la mobilité dans les grandes métropoles. Un péage urbain, par exemple. Une zone dans laquelle on ne pourra rentrer ou circuler que si on a une voiture propre. Tout ça, ça demande de savoir
qui on va impacter lorsqu'on va mettre en place un péage urbain. Et les données traditionnelles, par exemple, ne nous le permettent pas. Donc en sachant plus précisément qui, on va être capable d'évaluer la mise en place de politiques de régulation pour savoir qui ça touche, et puis du coup, est-ce que c'est opportun de le faire. Voilà, c'est un exemple. Le comment, c'est le mode, comment on s'est déplacé. Donc là, les modes, vous les connaissez. Quand, c'est la période horaire sur laquelle a eu lieu le déplacement. Pourquoi, c'est le motif. Le motif, bien sûr, de départ. Je suis parti de chez moi, motif d'origine, pour aller, par exemple, travailler, motif de destination. Ou c'est forcément par où je suis passé. Donc traditionnellement, dans les données qu'on avait, on avait le point de départ et le point d'arrivée, on n'avait pas l'itinéraire. Le numérique aujourd'hui, notamment toutes les données GPS, vont nous permettre de remonter l'ensemble des itinéraires. Ça aussi, c'est important. Combien? Là, c'est le nombre. C'est combien on est, entre guillemets, dans les tuyaux, qu'ils soient des tuyaux voiture, vélo, TC, et quelle échelle a lieu les déplacements. Souvent, avec les anciennes données, on était limité dans l'échelle territoriale d'observation. Soit on avait les données pour Nantes Métropole, soit à plus grande échelle. Et là, le but du jeu, c'est d'avoir des données autant infracommunales qu'à grande échelle, grand territoire. J'y reviendrai plus tard. Donc ça, c'est un peu l'idéal de tout ce dont on aimerait avoir pour pouvoir avoir une vision fine des pratiques, des comportements de mobilité des habitants d'un territoire. Ce que nous pouvions mobiliser avant, alors je mets ça au passé, même s'il y a un certain nombre d'outils qui sont, je dirais, qui fonctionnent très bien, ils sont un peu lourds, ils ont des inconvénients, mais ils existeront toujours. Donc en matière de déplacement, on utilisait notamment les données du recensement qui permettent de savoir pour les actifs leur commune de résidence, leur commune de travail et le mode qu'ils utilisent au quotidien. On a les enquêtes ménage des déplacements, comme celle qui a été réalisée à l'échelle de la Loire-Atlantique en 2015. Je ne sais pas si ça vous parle. Alors là, c'est une grosse enquête qui renseigne donc les déplacements quotidiens donc là, des habitants de Loire-Atlantique, où là, on va savoir quel mode ils utilisent, quel jour ils se déplacent, quelle fréquence, les motifs, en fonction de l'âge, du sexe, de la CPSP de la personne. Sauf que c'est je dirais un gros moteur, il est robuste, mais son coût et sa méthodologie fait que généralement, on l'a à peu près une fois tous les 10 ans. Donc, qu'est-ce qui se passe entre? C'est aussi les possibilités d'aller chercher dans le numérique, la capacité d'avoir des points relais, des points de comptage intermédiaires entre ces pas de temps, je dirais, assez importants, puisque pour conduire une politique publique, on a besoin d'être un peu plus précis qu'une photo tous les 10 ans. On a également différentes sources statistiques de comptage, des comptages sur l'accidentologie, la qualité de l'air, même les trafics, j'y reviendrai. Voilà. Mais notre difficulté aujourd'hui, c'est de mobiliser à un instant T une photographie nette un peu de toutes les pratiques de déplacement et à toutes les échelles. On a, vous l'avez compris, des problèmes de millésime de données, c'est-à-dire qu'on a plein de données, mais elles ne sont pas forcément raccords en matière d'années. C'est-à-dire qu'on va avoir par exemple une donnée de 2000, une donnée de 2005, une donnée de 2010. Donc c'est à nous après, par des jeux de modélisation et pour faire simple, des grands produits en croix, je dirais, de rendre l'image nette. Voilà. On a des problèmes de coût parce que ces données, souvent, elles ont un coût. L'enquête ménage qu'on conduit toutes les 10 ans, la dernière, elle a valu plus d'1 million d'euros. Donc on ne peut pas non plus, les collectivités n'ont pas les moyens de mobiliser ce genre d'enquête annuellement. On a des problèmes d'échelle de la donnée, je vous en ai parlé. On a des échelles, on a des données qui sont, par exemple, à l'échelle de Nantes Métropole, de Loire-Atlantique, d'autres à l'échelle des communes. Et donc nous, aujourd'hui, les bassins de mobilité, ils ont largement dépassé le strict périmètre administratif de la métropole. Et donc nous, c'est un enjeu aussi de faire concorder les échelles des différentes données. Et puis, c'est d'avoir en même temps le quantitatif, donc le combien, et le qualitatif, qui fait quoi. Donc tout ça, ça a été aussi dans nos questionnements pour, je dirais, commencer à aller chercher sur les données du big data, du numérique et des différentes sources, aller chercher comment on pouvait, je dirais, améliorer tout ça. Aujourd'hui, si on parle uniquement de la voiture, puisque l'utilisation et l'outil Metrosat, c'est vraiment l'observation des temps de déplacement en voiture. On pourra revenir après sur les autres modes. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce que nous pouvons mobiliser quand on regarde l'utilisation d'une voiture. On a plein d'éléments qui concernent strictement la voiture. Les plaques, aujourd'hui,
on a accès, alors il faut demander à l'État, il y a tout un protocole, un fichier qui s'appelle le fichier CIV. On rentre la plaque et on sait qui a la voiture, ce qu'elle émet comme émission de CO2, la consommation de carburant et tout un tas de caractéristiques de la voiture. On a l'interaction de la voiture et l'espace public. Vous passez à des péages, vous rentrez dans des parkings, vous rentrez par exemple, vous badgez pour rentrer dans l'aire piétonne. Tout un tas d'interactions, vous passez devant des caméras, tout un tas d'interactions qui récoltent de la donnée sur vous et votre véhicule. Vous avez les petits autocollants sur votre véhicule, l'assurance, votre assureur, il sait énormément de choses sur vos pratiques de déplacement, vos accidents, les véhicules que vous possédez, leurs coûts, etc. La petite vignette du contrôle technique également. On stocke de la donnée, on sait si vous respectez, quelles ont été les avaries sur votre véhicule, etc. On a également tout ce qui est lié à l'entretien de la voiture. Et puis on a le système embarqué. Alors on a des anciens systèmes qui sont du type les GPS qu'on installait dans la voiture ou qu'on installe encore dans la voiture. Mais on a tous ces systèmes qui deviennent intégrés dans les nouvelles voitures, dans les ordinateurs. On a soit des ordinateurs qui ont déjà une connexion Internet et qui ont des applications à l'intérieur, ou qui, par connexion, reflètent en miroir le contenu de votre téléphone portable. Donc ça, c'est des données embarquées. Et puis, bien sûr, alors là, c'est pour l'image, hein, il y a le petit slogan « On n'a pas le droit de téléphoner en voiture, même à l'arrêt ». Mais il y a aussi tout ce qui est contenu dans le téléphone. Et là, on a deux sources. On a à la fois les données des opérateurs téléphoniques, Bouygues, Orange, SFR, etc., qui donc là récupèrent de la donnée lorsque vous passez à chaque fois à côté ou dans le périmètre des antennes relais. Et vous avez aussi le contenu des applications que contient votre téléphone. Google, Waze et tout un tas d'autres qui enregistrent également de la donnée. Voilà. Si vous ne le savez pas, si vous n'avez pas éteint, du moins désactivé, pour ceux qui ont Waze, Google ou un GPS, désactiver le suivi, vous pouvez remonter un historique d'ailleurs qui n'a pas de limite, et je peux retrouver vos itinéraires, là où vous êtes allé, les heures de vos déplacements. Voilà. Et donc Metrosat, dans tout ça, alors on essaye d'utiliser un peu tout. Alors je l'ai dit, hein, nous on n'essaye pas de faire n'importe quoi et d'avoir de la donnée pour l'avoir donnée. On essaye de réactualiser des choses qu'on avait, aller chercher des choses qu'on n'avait pas, mais pour mettre en place des politiques publiques. Nous, derrière, c'est bien ça notre intention, c'est mettre en place des politiques publiques. Et donc, nous, on va aller plutôt s'intéresser à ce qu'on appelle les FCD, Floating Car Data, c'est ces données que vous embarquez dans les véhicules. Donc, soit dans les dernières voitures, dernière génération, les ordinateurs connectés avec des applications, ou là, votre téléphone. Alors donc, nous, on a déjà travaillé avec les opérateurs de téléphonie mobile. Je pourrais y revenir après, ce n'est pas mon propos. Nous, on va vraiment s'intéresser aux signaux, aux informations que contiennent les applications de votre téléphone. Donc, l'outil Metrosat, c'est quoi? C'est on observe pour objectiver les temps de déplacement automobile sur le territoire et donc voir les impacts de la congestion des réseaux, du réseau viaire, des réseaux routiers, sur les temps de parcours des habitants. Ce qui nous intéresse, même si je vais vous présenter un certain nombre de chiffres statiques, le chiffre pour le chiffre, vous dire que telle commune accède à la centralité en tant de minutes, ça ne nous intéresse pas. C'est des choses qu'on sait déjà. Voilà. Ce qui nous intéresse, c'est que nous déjà, on le fait depuis un an. Donc ce qui nous intéresse, c'est la dynamique. C'est voir comment ces temps, depuis un an, ils évoluent. Et c'est bien ça l'important. Et puis, donc, la réactivité, la compréhension des diversités de situations. Et puis, c'est bien sûr, on le fait quotidiennement. Donc, c'est d'avoir un outil réactif. C'est-à-dire que quand Nantes Métropole nous dit « mais il se passe quelque chose » ou « il s'est passé quelque chose aujourd'hui », comment ça s'est traduit? Nous, on ouvre notre interface et on peut leur dire « bah voilà, en telle heure, il s'est passé quelque chose ». La traduction en matière des temps de parcours, c'est les gens ont mis 200% de plus de temps qu'à la normale pour établir leur déplacement. Comment ça marche? Donc, je vais essayer d'être clair. Si je ne suis pas clair, vous levez la main, je corrige en direct. On va partir de ce qu'on appelle des clés API. Les grands opérateurs numériques ont
ou distribuent, donc les grands opérateurs, hein, pour citer les plus connus, Google, Amazon, Facebook, Twitter, mettent en place ce qu'on appelle des clés API. Une clé API, c'est une interface. En gros, c'est une porte qu'ils laissent ouverte sur un certain type de données qu'ils acceptent qu'on utilise. Alors quand je dis elle est ouverte à certaines conditions. Elle est ouverte librement pour certaines données. D'autres, il faut payer pour ouvrir la porte et avoir accès aux données. Et d'autres, il faut payer ou en tout cas ne pas trop prendre de données quotidiennement. Sinon, à partir d'un certain seuil où vous venez prendre de la donnée, vous devez payer. Donc en gros, c'est les clés API, c'est cette interface, cette porte qui nous permet d'accéder à un certain nombre de données. Donc ce qu'on a fait, puisqu'on a accédé à la clé API Google qui permet d'obtenir les distances, les temps de parcours, les vitesses des déplacements de tous les habitants, je dirais, hors, il n'y a pas de périmètre de lieu de résidence, c'est tous les gens qui ont un téléphone ou une application Google Waze embarquée ouverte dans leur voiture pour effectuer leur déplacement. Et donc, nous, on va récupérer tous ces temps Google, de Google Maps et de Waze, qui sont enregistrés quotidiennement pour pouvoir récupérer la donnée et l'analyser. Je suis assez clair ou bon? Oui, j'essaye de faire simple. Hein, en gros, notre serveur, on a créé un programme qui lui dit « Va te brancher chez Google, ouvre la porte dont tu as le droit d'ouvrir, prends les données de distance, de vitesse, de déplacement et récupère-les et ramène-les chez nous. » Voilà comment on fait. Alors, pour ceux qui veulent plus de système, la clé qu'on utilise s'appelle Distance Matrix. Il en existe tout un tas de clés API qui dans des domaines très différents. Généralement, quand vous avez un site internet, que vous voulez l'animer, vous allez, par ce système de clés API, aller chercher de la donnée, le remonter sur vos sites internet. Pareil, un grand nombre d'applications que vous avez sur vos téléphones naissent justement de gens qui vont chercher à droite à gauche par le biais de ces clés API de la donnée, ils la reforment, créent une interface et vous donnent accès à cette donnée qui est, on va dire, digérée. Généralement, quand vous ouvrez des applications qui vous permettent de savoir à quelle heure passe un bus, quel est mon itinéraire, etc. Généralement, c'est des gens qui ont été chercher de la donnée brute, qui l'ont pré-mâchée, qui l'ont mis en forme et qui ont monté une application pour que vous y ayez accès directement. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Vous l'avez compris, on se branche tous les jours, 16 fois par jour, pour lui demander, sur ces 16 créneaux horaires, quels sont les temps de déplacement entre les 113 communes qui forment l'aire urbaine et la ville de Nantes. Et également, les 113 déplacements qui ont lieu depuis la ville de Nantes vers les 113 communes de l'aire urbaine. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que l'aire urbaine. En fait, on a un certain nombre de périmètres institutionnels. Hein, Nantes Métropole, 24 communes. Ensuite, on a des intercommunalités autour, le département. Mais l'aire urbaine, c'est un périmètre statistique basé sur, je dirais, la réalité des bassins de mobilité. Il est constitué à partir des navettes domicile-travail. On prend un pôle centre, donc là, essentiellement la ville de Nantes, qui a un minimum de 5000 emplois. Et à chaque fois que 40% de la population de la commune travaille dans ce pôle centre, il rentre dans l'aire urbaine, etc., etc. Et se dessine un périmètre qui aujourd'hui fait 114 communes. Ça nous paraissait plus intéressant que de prendre uniquement les 24 communes, parce que là, on est vraiment dans le bassin de mobilité, dans le bassin, je dirais, de vie de la ville de Nantes et de la métropole nantaise. Donc, tous les jours, 16 fois par jour, on interroge les différents temps de déplacement entre les communes et la centralité. Ça, c'est les résultats que je vais vous présenter. On a récupéré énormément et on récupère énormément de déplacements. Les distances, les vitesses, les temps. Donc moi, ce qu'on a sorti, parce qu'on voulait être synthétique et dans la première publication, on voulait mettre un peu de sens, on ne voulait pas noyer le lecteur dans tout un tas d'indicateurs. Moi, je vais vous parler essentiellement de 4 indicateurs. Ce qu'on a appelé le temps de référence, bon, c'est un peu technique. En gros, c'est le temps minimum, c'est le temps heure creuse. En gros, c'est la moyenne des temps les plus faibles qu'on recense sur les différents itinéraires. Pour faire simple, il n'y a personne, on va dire, c'est le temps où il n'y a personne dans les tuyaux. On a le temps réel, où là, ça va être le temps que l'on souhaite observer. Par exemple, je vais en parler plus tard, si on veut observer la pointe, le temps réel, ça va être le temps qu'on demande d'observer entre 8h et 8h30.
Bien sûr, ce qui va nous intéresser, c'est l'écart entre ce temps observé et le temps l'heure creuse. En gros, entre le moment de pointe, par exemple, et l'heure creuse. Ça va se traduire par des minutes en plus, c'est-à-dire sur ce trajet-là, au regard de mon heure creuse, combien de minutes en plus je mets pour atteindre la centralité. Et puis, bien sûr, ça va se traduire sur un rapport par un pourcentage, combien de pourcentage en plus de temps je mets pour accéder à la centralité. Donc ça, c'est les 4 grands indicateurs qu'on utilise. On va les enrichir, on est déjà en train de le faire, et dans les prochaines publications, on va travailler sur des indicateurs qui sont aussi intéressants, mais qui sont plus compliqués à manipuler, et forcément, ou en tout cas, les analyses peuvent être plus compliquées, c'est tout ce qui est lié à la vitesse, parce que là, on va rentrer sur la configuration des voies, on va rentrer sur la géographie des territoires, c'est un peu plus complexe, mais c'est des choses qui arriveront prochainement. Les premiers résultats. Alors, bien sûr, je ne peux pas tout vous présenter, donc j'ai choisi ce soir, et c'était un peu la synthèse, je ne vais vous parler que de ce qui se passe à la pointe, et dans le sens entrant des 113 communes de l'aire urbaine vers Nantes. Donc il a fallu qu'on identifie d'abord la pointe pour pouvoir comparer l'heure creuse à la pointe. Donc là, il n'y a pas de scoop. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de scoop dans la synthèse en tant que telle, des choses qu'on ne savait pas. Mais en tout cas, c'était bien qu'on les retrouve. Donc on a regardé le jour de la semaine qui était le plus chargé. On a trouvé le mardi, on le savait. Hein, le mardi et le jeudi sont les 2 grosses journées en matière de circulation. Donc le mardi. Et on a regardé aussi les créneaux horaires pour vraiment identifier l'hyperpointe. Et là, on ne s'est pas trompé non plus. On a trouvé que c'était entre 8h et 8h30. Donc mardi, 8h, 8h30. Et donc, on a regardé quel était le temps moyen en heure creuse comme point de départ sur l'aire urbaine. Donc les chiffres, ça veut dire, si je prends par exemple Rezé, pour un Rezéen, pour atteindre le centre de Nantes, en heure creuse, donc quand les tuyaux sont vides, il lui faut en moyenne 9 minutes, puisque tout ça, ça ne reste que des moyennes. Qu'est-ce qu'on voit là? On voit que le temps moyen d'accessibilité de la ville de Nantes depuis son bassin de mobilité, c'est 27 minutes en heure creuse. Donc en gros, c'est une demi-heure. Ce qu'on voit d'autre, mais ça reste très logique, là, on va être sur des temps qui vont varier en fonction de l'éloignement à la centralité de Nantes. On est en heure creuse, donc forcément votre temps de parcours il va surtout être impacté par la distance que vous avez à faire plus que par l'encombrement des voies de circulation. Donc là, on est sur des choses qu'on connaissait aussi, mais en tout cas, on a identifié les temps aux heures creuses. On retiendra que c'est 27 minutes. Ce qui est intéressant, c'est quand on commence à le comparer avec justement la pointe. C'est quoi la différence, ou en tout cas, quelle est la situation, elle, en heure de pointe? On voit qu'on est passé de 27 minutes en heure creuse à 27 minutes en moyenne pour l'accessibilité de Nantes depuis les 113 communes. J'ai dit quoi? 27 à 27? Ben non, non, ça serait, beaucoup de gens aimeraient bien, mais c'est de 27 à 47. Bon, là encore, on est très lié à la distance par rapport à la centralité. Par contre, ce qu'on commence à voir, c'est une différence nord-sud. On commence à voir aussi des axes peut-être plus impactés que d'autres. Au nord, on voit la route de Rennes. On voit la 165 après, je dirais, Saint-Herblain, Couëron, Saint-Étienne-de-Montluc. Ça commence à chauffer, mais c'est surtout, on voit qu'on a au-delà de la métropole, c'est-à-dire qu'on a un forfait. Si vous n'habitez pas à la métropole, c'est au moins 40 minutes en moyenne votre déplacement à l'heure de pointe. Il y a une vraie fracture entre j'habite la métropole ou pas. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'à l'intérieur de la métropole, on est à moins d'une demi-heure. Par contre, il y a un territoire de la métropole qui est plus impacté. On le verra par la suite. C'est le sud et notamment la partie sud-ouest. Regardez les temps du Pèlerin, Saint-Jean-de-Boiseau, la Montagne, Brin, Vigneux de Bretagne. On est sur des temps qui sont beaucoup plus élevés, de 10 à 15 minutes de plus que les autres communes de la métropole. J'y reviendrai, mais sur d'autres cartes, c'est flagrant. Mais effectivement,
On a cette partie, sur cette partie de la métropole, mais aussi sur le bassin ouest. On a donc beaucoup de collecteurs qui sont la RD 751 et d'autres voiries qui viennent se collecter à la 723, qu'on appelle aussi route de Pornic, et qui est, je dirais, le seul accès pour accéder à la centralité, puisque de l'autre côté, on a le lac de Grandlieu qui vient faire une barrière naturelle. Donc soit on passe à l'est, soit à l'ouest, mais à l'ouest, tout le monde se collecte à la 723, la route de Pornic. Et donc forcément, même si vous voulez accéder à la centralité, la porte de la Bouvre et la porte de Bougnay, qui sont les portes du moins, les plus chargées et qui, à l'heure de pointe, saturent et on a des fortes remontées de fil, viennent contraindre l'accessibilité même de ces territoires qui sont géographiquement plus près que d'autres. Petite précision, c'est 2018, ça, c'est des chiffres de 2018. Oui, alors... Plus précisément, à quel moment de 2018? Alors, on a différents mois d'observation, puisque tout ça, on le stocke maintenant depuis plus d'1 an et demi. Là, c'est le mois de mars, c'est la moyenne des mardis entre 8h et 8h30, le mois de mars 2018. On a pris le mois de mars comme étalon, puisque au moment où on a commencé à analyser les chiffres et produire la synthèse, c'était un mois entier, sans vacances scolaires, sans période, je dirais, sans manifestation, sans... c'est juste que ça produit ça vient perturber les moyennes quand on a des pics. D'ailleurs, on le verra sur la courbe après. On a continué en mars 2018. Le chiffre, il n'est pas à prendre puisque c'est les périodes de grève de la SNCF et on voit tout de suite les contraintes, plus de gens dans les voitures et tout de suite on voit comment ça se répercute sur les temps d'accessibilité de la métropole. J'ai pas dit qu'il ne fallait pas manifester non plus. Attention, pas de raccourci. Temps statique, heure creuse, temps statique, heure pleine. Ce qui va nous intéresser, c'est forcément le rapport entre les deux. Donc vous avez les deux chiffres, le rapport en temps, c'est-à-dire le nombre de minutes en plus que je mets pour effectuer mon temps de déplacement entre ma pointe et mon heure creuse, et le pourcentage en plus que je mets pour réaliser mon déplacement. Alors, au risque de vous faire râler, mais si je prends le fait qu'on est la 6e métropole de France et en matière de dynamique, on est la 3e, se dire qu'avoir son bassin de mobilité au quotidien qui a un temps moyen supplémentaire de 20 minutes, et avec des temps, je dirais qu'on est... je dirais que c'est, au regard de ce qu'on voit sur les autres, on est encore dans... même si c'est compliqué au quotidien, ça reste dans le... je dirais, dans les métropoles basses. J'y reviendrai en conclusion, parce qu'on ne l'a pas mis dans la synthèse, mais on ne le fait pas que pour Nantes. Ça, c'est un premier constat. C'est-à-dire qu'il faut bien raison garder, mettre tous ces temps et les problèmes de circulation au regard du territoire dans lequel on vit. Je vous rappelle, la métropole, c'est 620 000 habitants, c'est 9 000 habitants par an supplémentaires. 9 000 habitants par an, à 3-4 déplacements par habitant, c'est 30 000 déplacements qu'il faut absorber chaque année. Donc au bout de 10 ans, c'est 300 000. Ça, c'est rien que pour Nantes Métropole. Quand je parle de l'aire urbaine, on multiplie les chiffres quasiment par 2. Donc là, ce qu'on voit en minutes, forcément un impact beaucoup plus important pour les communes du Sud-Loire. On se rappelle, par rapport à la centralité en heure creuse, on voit que géographiquement, ils sont plus près. Et pourtant, on voit là, au jeu des couleurs, qu'ils sont beaucoup plus foncés que les communes du Nord. Forcément, il y a un impact lié aux besoins de franchissement des habitants du Sud-Loire. On voit également un impact un peu moins fort pour les communes de l'Est. Là, on trouve à la fois des raisons liées à l'accès au périphérique, mais aussi au franchissement de l'Erdre, qui est sur certaines mesures aussi très difficile. Et puis, on retrouve, là encore, notre route de Rennes, la route de Paris, l'autoroute, l'autoroute dont je ne retiens jamais le nom, je crois que c'est la 11, celle du Sud, et sa branche, la RD 778, A84, oui, exactement, 83, qui dit mieux? C'est l'ancienne A801, voilà, tout le monde est d'accord. Donc 20 minutes en plus. Si on regarde en pourcentage, ça confirme bien, on voit bien là, que les habitants du Sud-Loire sont beaucoup plus impactés que les habitants du Nord-Loire. Et on voit que quand on dépasse les 100%, ça veut dire qu'on double son temps de parcours.
Et on voit que toutes les communes, même celles de la métropole du Sud-Loire, doublent leur temps de parcours à l'heure de pointe pour accéder à la centralité. Ce qui n'est pas le cas dans le Nord. Les déplacements augmentent, certes, sont aussi importants, mais ils sont beaucoup moins impactés, à part quelques axes. Là encore, on retrouve le problème de Ragon. On voit un Treillère coincé entre Orvaux et La Chapelle, qui ont des temps beaucoup moins forts. Et par contre, on voit Treillère, Éric, on voit bien la route de Rennes. Et donc, là, on a tous les points d'accès en fait, des grandes pénétrantes sur le périphérique. Et donc, cet accès qui bloque pour accéder à la métropole, ou en tout cas à la centralité nantaise. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'il y a un effet. Il y a un effet Sud-Loire notamment. Il y a un effet pour tout le monde, mais notamment pour le Sud-Loire. Mais c'est aussi le ressenti. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez acheté une maison, il y a quelques années, ou même aujourd'hui, vous achetez une maison, vous décidez de vous installer, je ne sais pas, dans le sud de la métropole, voire au-delà de la métropole, et vous allez visiter votre maison un samedi après-midi ou en fin d'après-midi, vous avez mis un quart d'heure, vous vous dites c'est super. Et le mardi matin, ce quart d'heure est devenu une heure. Ce qui fait que, un, c'est une réelle contrainte, mais en plus, votre ressenti, il n'est pas le même. C'est-à-dire que quand vous commencez à doubler votre temps de déplacement, votre ressenti, votre perception de la congestion, elle est beaucoup plus grande. C'est pour ça qu'il faut bien faire attention, et c'est aussi l'intérêt de l'outil, c'est objectiver les choses pour bien distinguer ce qui est du ressenti du réel. Tout en mettant les choses, et ça c'est notre rôle, même si ce n'est pas toujours compris, de bien rappeler le territoire dans lequel on se déplace. C'est vrai que dans les années 90, quand on finit de construire le périph', on appelait ça la métropole du quart d'heure. Bougnay-Carquefou, un quart d'heure. Saint-Sébastien, Orvaux, un quart d'heure. Sauf que les choses ont changé, que le réseau viaire est plus saturé et qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de paramètres, dont l'accessibilité, notamment dans le choix de sa résidence. C'est des éléments qu'on mesure ailleurs, par ailleurs, et on le voit. Le coût des transports et le choix de la résidence commencent à être des critères déterminants en matière de choix de lieu de résidence, qui ne l'étaient pas il y a encore 10 ou 20 ans. Brièvement, des petits chiffres pour bien montrer l'impact plus marqué sur le Sud-Loire, Nord-Loire. On voit que pour les communes du Sud-Loire, pour accéder à la centralité, le temps heure creuse, il est plus court, on l'a dit, on est plus proche de la centralité, 25-29 minutes. En heure de pointe, on est sur des temps à peu près équivalents. Par contre, on voit bien qu'en temps en plus, on est sur des moyennes. Hein. Ça peut paraître pas beaucoup, mais en moyenne sur tout un tas de communes, ça peut représenter, en tout cas entre habitants, des gaps très importants. En tout cas, on voit qu'on est beaucoup plus impacté par la congestion, et surtout quand on le traduit en pourcentage. Pour un habitant des communes du Nord, il faut 67% de temps en plus, quand il en faut 89% pour un habitant du Sud-Loire. Ce qui nous intéresse forcément, c'est aussi comment ça s'est passé depuis, ou comment ça se passe depuis qu'on cumule, qu'on agrège cette donnée, soit depuis décembre 2016. En décembre 2016, il fallait en moyenne 43 minutes à l'heure de pointe pour rejoindre la centralité depuis les différentes communes de l'aire urbaine. Quand on voit aujourd'hui, du moins la dernière point de comptage mars 2018, 47 minutes. C'est-à-dire qu'entre décembre 2016 et mars 2018, on a augmenté notre temps de quasiment 4 minutes en moyenne, ce qui représente une augmentation, si je la passe en pourcentage, parce que 4 minutes en moyenne, comme ça on se dit, bon, c'est pas tant que ça, mais en pourcentage, c'est quand même, on parle bien de moyenne, voire de moyenne, on est une augmentation de 10%. C'est-à-dire que les temps d'accès à la centralité se sont dégradés de 10% depuis décembre 2016. Et ce qu'on voit, ça s'est surtout accéléré depuis septembre 2017. Depuis la septembre 2017, on l'a constaté que ce chiffre augmentait. Je ne commande pas avril, je vous en ai parlé. Vous voyez, c'était un mouvement où on avait les manifestations, notamment liées aux cheminots. Et tout de suite, nous, dans nos résultats, quotidiennement, on voyait des mesures importantes. Ce que je n'ai pas parlé non plus, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Là, on a projeté des données statiques, des moyennes. Ce qu'on est en train de regarder aussi, c'est la variabilité du système. Parce qu'il y a le temps que vous mettez, mais il y a, je dirais, la stabilité des temps que vous produisez. Si vous savez tous les jours que votre temps en plus, il va être de 20 minutes,
Bon, quelque part, vous dites, bah, c'est 20 minutes, c'est beaucoup, mais ce temps, il est stable. Ce que nous, on va regarder, et vous le savez, vous vous en doutez, c'est la variabilité du système. C'est que nous, ce qu'on observe et ce qu'on a commencé à regarder, c'est que c'est une moyenne, mais qu'on a des écarts très importants entre des valeurs maximum qui peuvent être d'une heure, 1 heure et demie, certaines journées, à cette moyenne qui est en gros de 20 minutes en plus. Et ça, c'est important. Et donc, on va produire tout un tas aussi d'analyses qui va permettre de dire combien de jours par mois on est au-delà de la moyenne où on atteint des valeurs importantes. Parce que aussi dans la capacité à changer nos déplacements ou à organiser nos déplacements, la stabilité du temps et du mode de déplacement qu'on va utiliser est importante. Donc ça, c'était la variabilité en minutes en plus. Et donc forcément, vous vous en doutez, la traduction, c'est l'écart de pourcentage en plus. Si à la rentrée de septembre 2017, il fallait 64% de temps en plus pour se déplacer à l'heure de pointe par rapport à l'heure de creuse, aujourd'hui, on a quasiment atteint 79%. On frôle les 80% de temps en plus. Donc en gros, c'était pour nous cette première donnée qu'on avait objectivée, c'est que les temps se dégradent, les temps d'accès à la centralité se sont dégradés sur la dernière année. Après, il y a plein d'explications. Vous ne l'avez pas dit, mais vous l'avez pensé. Rejoindre la centralité de Nantes, c'est bien, bon, c'est intéressant, mais ça ne correspond pas à toutes les situations et surtout, ça ne relate pas la réalité de notre territoire. Et donc, on s'est dit, une fois qu'on l'avait fait, que c'est vrai qu'on va nous le demander si on ne le fait pas. Et donc, tout ce que je vous ai expliqué avant, on le refait aussi quotidiennement, mais non plus pour un point dans la centralité, mais pour 16 points de la métropole, qui sont en gros les 16 grands générateurs que l'on connaît, que ce soit des générateurs d'emploi ou des générateurs liés à la formation. Et donc, on va faire le même exercice, c'est qu'on a regardé les temps en heure creuse pour rejoindre ces 16 points depuis toutes les communes, à l'heure de pointe, et également fait le rapport entre les deux. Ce qui nous donne ce tableau avec plein de chiffres que je ne vais pas commenter dans son entièreté, sinon je vais être fatigant. Le premier, comme d'habitude, le temps de référence, forcément, il est lié à la distance géographique à parcourir. Les tuyaux sont vides, donc forcément, tous les points qui apparaissent avec les temps les plus longs sont les points centraux. Gare de Nantes, Chantier, Place du Cirque, on est forcément plus dans le cœur de la ville de Nantes. Ensuite, on voit toute la partie ouest qui commence à se dessiner. Quand je passe en temps réel, on voit déjà apparaître, on retrouve nos points centraux, là qui cumulent les deux, à la fois la difficulté des accès, parce que les voiries, il y a beaucoup de monde, et aussi parce qu'on a une distance plus longue. Mais on commence à voir Basse-Chantenay, Parc des Chantiers, Atlantis, Héraudière, Forum d'Orvaux, et on voit une distinction aussi très nette avec les sites du sud qui sont eux qui descendent en dessous des 40 minutes, voire de la demi-heure. Ce qui est important, là encore, c'est le rapport, c'est quel temps en plus je mets pour aller sur quel site. Et là, on voit, et c'est les deux tableaux, que ce soit en minutes ou en pourcentage, on voit très nettement que le quart nord-ouest de la métropole est le plus impacté. C'est là pour lequel on met les conditions d'accès sont les plus dégradées, que ce soit en temps ou en pourcentage. On retrouve Forum d'Hervaux, Atlantis, Basse-Chantenay, voilà. Alors que, vous le voyez, tous les points, je dirais, du Sud-Loire, à tout sud, Océane, pôle sud, sont beaucoup moins impactés. Un, parce que les gens qui vont au sud sont souvent des habitants du Sud-Loire. Et deux, c'est parce que les gens du Nord-Loire qui vont au Sud-Loire n'ont pas trop de problèmes sur les franchissements, notamment le matin dans le sens nord-sud. Voilà. Tout ça, forcément, on l'a cartographié. Là encore, je ne vais pas commenter, mais les cartes, sans mettre les chiffres, parlent d'elles-mêmes. Quand on veut rejoindre Atlantis, ou en tout cas toute la partie ouest, nord-ouest de la métropole, je n'ai même pas besoin de le décrire. Vous voyez quelles sont les communes les plus foncées, les plus impactées. On retrouve forcément toutes les communes du sud, que ce soit pour aller à Atlantis, Orvaux, Faculté, Beau-Séjour, Basse-Chantenay. Un peu moins quand on atteint l'Héraudière. Mais en tout cas, on voit toute la partie sud et même une partie de la partie, la partie est de la métropole qui est impactée, également liée à l'insertion sur le périphérique, dans une moindre mesure que Chevière, mais en tout cas du pont de Bellevue. Voilà. Sur les
partie est notamment, ou plus périphérique, comme Carquefou, Haute-Forêt, on voit une accessibilité, je dirais, avec des impacts moindres sur les communes, même si, là encore, c'est le sud qui est le plus impacté. Quand je prends les points centraux, clairement, là encore, on voit le sud, les communes du sud. On retrouve les communes dont je parlais, qui sont sur des grands axes pour lesquels on a des points de saturation à l'entrée, notamment entrée du périphérique ou entrée dans la ville de Nantes. Donc on retrouve notre route de Vannes qui dessert notamment les territoires de Loire-et-Sillon, la route de Rennes qui sert Erdre-et-Gève, ou encore toute la partie est, autoroute, route de Paris, etc., qui desservent les communes est. Et par contre, on le voit, on a un territoire du sud qui est beaucoup plus, je dirais, accessible. Et là, on retrouve l'accessibilité dégradée pour l'Est. Là, on reparle du périphérique et de Bellevue. Mais ce qui est marrant, c'est celle pour Atout Sud. On a un impact très fort pour des communes qui sont quasiment les plus près d'Atout Sud. Et là, vous parliez tout à l'heure, je ne sais plus, je crois que c'est là-bas. Là, on voit un effet isolé de la 723, de la route de Pornic, du problème d'échangeur de la Bouvre, de l'échangeur de Bougnay, pour lequel, à part le bac du Pèlerin et le bac de Bassindre, il n'y a pas d'autre solution. Donc le franchissement, il se fait là, il se fait à Cheviré. Donc c'est quasiment 90 000 véhicules jour, l'échangeur de Bougnay. Et donc on voit les répercussions et que même les gens qui ont besoin d'aller dans la centralité sont bloqués par ce système. Et donc on a une forte dégradation, même pour aller à Tout Sud, qui depuis la montagne, Saint-Jean-de-Boiseau, le Pèlerin, normalement on est à 5 minutes, quoi. Et ce qu'on voit aussi tout à l'heure sur les cartes, notamment Atlantis, quand on prend les communes du Sud, on voit que par rapport à Atlantis, elles sont Bassin de la montagne, Saint-Jean-de-Boiseau, le Pèlerin, c'est tout près. Bon, alors vous allez me dire, il y a un fleuve. Mais géographiquement, c'est pas loin. Et pourtant, ils mettent 4-5 fois plus de temps que des communes qui sont tout aussi éloignées. Là encore, problématique de franchissement. J'ai fini. Donc, vous attendez d'avoir le micro pour parler. Hein, on va pouvoir parler aéroport, j'atterris, j'ai bientôt fini. Les grandes tendances de cet outil, vous l'avez compris, nous, ce qui va nous importer, c'est l'observation de tout ça dans le temps, plus que la donnée en tant que telle, la nouvelle donnée, qui n'a pas, c'est ce que je disais, il n'y a pas forcément de scoop, même si aujourd'hui, la métropole, qui a un système, un PC de régulation, qui a des boucles de comptage qui permettent d'analyser les trafics quotidiens. Il y a 800 capteurs aujourd'hui, mais qui sont à l'intérieur du périphérique. Et quand on discute avec nos collègues de la métropole, l'intérêt pour eux de cet outil, c'est ce qu'ils disent, c'est que nous, en dehors du périphérique, on est aveugle. Et du coup, c'était aussi ça, c'était de couvrir un territoire plus large pour pouvoir comprendre aussi des pratiques de déplacement qui sont dans un bassin de mobilité qui dépasse la métropole nantaise. Donc sans surprise, la métropole nantaise, comme toutes les métropoles, est sujette à la congestion. Alors qu'il ne faut pas croire que c'est une spécificité nantaise. On va essayer de l'objectiver. Alors pour tout vous dire, tout ce que je vous ai présenté, et c'est l'avantage du numérique, c'est que en fait, on change l'algorithme, on remplit une coordonnée de départ et une coordonnée d'arrivée, et on obtient la donnée qu'on veut. Et du coup, ce travail-là, on le fait aussi pour 9 métropoles. On le fait pour Bordeaux, Rennes, Strasbourg, Lille, Lyon, Marseille, Nice, Lille, tous les jours, 16 créneaux horaires, on remonte tout et on regarde. On a volontairement pas voulu de communiquer tout de suite dessus parce que forcément on ne veut pas tomber dans le côté palmarès, on est les meilleurs, parce que comparer des métropoles ou des bassins de mobilité entre eux avec des caractéristiques géographiques très différentes, si je prends Nice, une autoroute, un front de mer, une montagne, ce n'est pas tout à fait les mêmes problématiques d'accessibilité que Nantes. Même si, toutes choses égales par ailleurs, ça se compare. C'est un bassin de mobilité d'une métropole. Mais on veut prendre plein de précautions avant de sortir pour nous-mêmes déjà être en capacité de comprendre les différences entre les territoires. Quelques scoops quand même, mais qui sont à étudier. Ce qu'on regarde, c'est qu'à l'heure creuse, la métropole nantaise, sur les 10 métropoles observées,
a les temps de parcours quasiment les meilleurs. Sur les 10, on arrive 8e, quasiment 9e avec Rennes et Lille. Donc, quand il y a, pendant les heures creuses, c'est sur l'aire urbaine qu'on a la meilleure accessibilité de la centralité, en tout cas à la centralité de la métropole. À l'heure de pointe, ben, on remonte dans le classement, mais on est très loin. Alors j'ai mon anti-sèche parce que ça fait beaucoup de chiffres, mais on est très loin d'autres métropoles. Vous l'avez vu, nous on est à 47 minutes, Nice on est à plus d'1 heure, Lyon on est à l'heure et Bordeaux aussi. Donc on est à un quart d'heure de plus en moyenne dans les autres métropoles à l'heure de pointe. Mais là encore, ce qui va nous intéresser, c'est le rapport entre les deux. Et là, on voit que nous, on remonte très vite. C'est-à-dire que c'est quasiment la métropole de Nantes, avec quelques autres, qui ont l'écart le plus marqué entre l'heure creuse et l'heure de pointe. Ça demande tout un tas d'analyses parce que ça nous pose la question du pourquoi. En gros, on n'est pas franchement les plus impactés à l'heure de pointe, mais ce qui nous impacte, et là on peut avoir un ressenti aussi plus marqué qu'ailleurs, c'est parce qu'entre l'heure creuse et l'heure de pointe, on est une des métropoles qui a le plus fort différentiel. En fait, on a construit, vous l'avez vu, la métropole sur un principe fondateur. Un périphérique qui évite qu'on transite dans le centre-ville et 6 rayons tramway. Un rayon tramway qui, par l'histoire et la force des choses, deviendra un busway. On a donc supprimé, ou en tout cas divisé les grandes pénétrantes routières en deux, puisqu'on est passé de 2 fois une voie à une voie, avec une alternative qui était un mode de transport collectif lourd. Ça, c'était un principe fondateur. Et pour garantir tout ça, une certaine fluidité, on a introduit un mode de régulation qui est assez spécifique. Je suppose qu'on n'en voit pas dans beaucoup de villes françaises, plus en Angleterre. Qu'est-ce qui nous caractérise en matière de régulation? C'est les ronds-points. Et donc, notre fluidité, ce modèle fluide de la ville qu'on aurait pu dire fluide, a longtemps résisté. Et il fonctionne encore à l'heure creuse. Par contre, nous, c'est une hypothèse qu'on doit creuser, c'est qu'aujourd'hui, à l'heure de pointe, quand les réseaux sont saturés, on n'a plus aucun, ou pas beaucoup, capacité à réguler le trafic, puisque une fois que c'est coincé, c'est coincé. C'est une des explications. Ça demande des recherches complémentaires. Mais en tout cas, nous, ça nous a posé question, parce que se dire qu'on est embouteillé comme les autres, mais qu'on l'est moins et qu'on ressort parce que notre écart est important, ça nous pose question. Alors, on communiquera, en tout cas, on veut prendre des précautions parce que le côté palmarès, on sait comment ça part et on voit très vite les raccourcis qui peuvent être faits. Et nous, ce qui nous importe, c'est bien sûr de comprendre ce qui se passe. Et puis, ce qui nous intéressera aussi, c'est de voir comment notre temps, par rapport aux autres, il évolue. Là encore. Ce qu'on retient, c'est que pour un habitant moyen de l'aire urbaine, il met à peu près 47 minutes pour rejoindre le centre de Nantes à l'heure de pointe le mardi matin, soit 20 minutes en plus qu'en heure creuse, ce qui représente à peu près 79% de temps en plus. Ce qu'on voit, c'est que depuis 2016 et surtout depuis 2017, on a une hausse visible de ces temps de déplacement. Et là, je n'ai pas pu en parler, mais on le voit aussi sur l'ensemble des périodes horaires. C'est qu'on voit que le temps s'est dégradé aussi sur l'ensemble des périodes. C'est un peu cette ville continue qu'on observe, où on voit qu'il y a l'heure de pointe, mais qu'il se passe aussi des choses maintenant toute la journée. On voit également qu'on a un Sud-Loire beaucoup plus impacté. Et que tout ça, on voit que c'est assez cohérent en fait, avec ce qu'on remarque. Et ce qu'on a vu, la principale, ou en tout cas le grand marqueur des derniers résultats de l'enquête déplacement, c'était celui-là. C'est-à-dire qu'individuellement, quand on regarde les parts marché de chaque mode, la façon dont on utilise les différents modes de transport, on a vu que la part modale, cette part de marché de la voiture, diminue. On atteint aujourd'hui, on est passé de mémoire de 59 à 47%. Aujourd'hui, 47% des déplacements des habitants de la métropole sont faits en voiture conducteur, ce qui est beaucoup moins qu'avant. Mais ça ne suffit pas à compenser les hausses de la population. C'est-à-dire que comme on est plus nombreux, même si individuellement on est plus vertueux, ça fait qu'au global, il y a quand même plus de déplacements en voiture. Et ça, c'est une traduction de ce qu'on a observé déjà. Et enfin, au-delà de la question des franchissements, là, elle est posée, et d'ailleurs, elle est débattue en ce moment.
on a essayé d'être vigilant aussi pour que le raccourci, ça ne soit pas uniquement une réponse en matière d'infrastructure de routière. C'est-à-dire que la réponse à tout ça, on peut avoir le réflexe, mais ce n'est pas le bon de se dire bah, faut plus de tuyaux. On en débattra, à mon avis, sûrement après. La suite, c'est qu'on va continuer nos synthèses pour présenter nos différents résultats. Qu'on a mis en place un outil mobilisable à façon, c'est-à-dire que là, nous, on a rentré dans nos programmes... Bien coller le micro. Pardon, on a rentré un certain nombre d'origines-destinations, mais on peut demain, à façon, pour nos adhérents, définir des tronçons à évaluer, parce qu'il va y avoir un aménagement. Du coup, on prend la mesure avant, et puis une fois qu'il y a l'aménagement, on regarde les répercussions. Bien sûr, cet outil, nous, on l'intègre à tout un tas d'études. On a fait une grosse étude pour le déplacement et le transfert du mine, où on a utilisé l'outil pour voir les répercussions du déménagement sur les temps d'accès des différents livreurs, commerçants, mais également sur les différents salariés. Là encore, on a tout un tas de possibilités de l'intégrer dans nos études. Et puis, là, on travaille également pour enrichir, puisque tout ça, ce n'est qu'une brique d'un ensemble, avec notamment Nantes Métropole, qui a trouvé l'outil intéressant et qui veut s'en emparer, donc l'incrémenter avec eux et les services pour pouvoir développer cet outil MétroSat. Bien, merci beaucoup pour cette présentation synthétique. Je sais qu'il y a d'autres chiffres. Vous pouvez l'applaudir. Oui. Parce qu'en particulier, vous avez aussi les chiffres concernant partir du centre pour retourner dans sa commune. Tout à fait. Je pense que ça viendra peut-être dans les questions. Alors, allons-y pour les questions. On va donner le micro. Voilà, prenez le micro à fil. Voilà. Donc, et vous attendez bien d'avoir le micro pour parler, s'il vous plaît. Oui, bonsoir, Bruno D. Puisque j'ai, avec Monique Boutran, animé le sujet sur le temps, on a eu plusieurs réunions à cet égard. On avait remarqué un point qu'on retrouvera toujours, pas seulement à Nantes, ce que c'est l'école qui donne le rythme des horaires. On pourrait considérer les entreprises et des heures de travail un peu décalées, mais en fait, c'est toujours l'école qui rythme. Est-ce que vous avez observé ça? Alors, on l'observe et je vais vous donner un exemple précis, puisqu'on a travaillé dernièrement sur les communes du Sud-Ouest et leur desserte en TC. Ça a été mis en place par la Sémitan, les lignes express, qui sont des lignes spécialement dédiées aux pendulaires, puisque leur fréquence et leur service fonctionnent aux heures de pointe. Alors là, je ne parle pas de l'accessibilité, je parle du service offert. Et ça va être corrigé, mais ce qu'on s'est aperçu, en fait, c'est qu'il est calibré sur le pendulaire, donc le domicile-travail, mais en fait, il n'est pas forcément chargé. Pourquoi? Parce que les gens, pour la plupart, déposent les enfants à l'école et ensuite utiliseraient le TC. Et quand on a regardé les horaires de cette ligne express, ils passent au Pèlerin à Saint-Jean-de-Boiseau à la montagne avant l'ouverture des écoles. Ce qui fait que quelqu'un qui dépose son enfant à l'école ne peut pas monter dans l'Express 8. Il est passé. Et donc, effectivement, il y a les deux. Le travail et la formation jouent un rôle. Mais effectivement, il y a un tandem et il y a le côté école qui doit être pris en compte dans la temporalité. Alors après, il y a des sites particuliers comme l'université où d'un coup, si on régule un peu, on peut jouer sur la charge du tramway, etc. Mais oui, c'est une vraie charge. Thierry? Oui, Thierry Odéon, Conseil de développement. Merci pour cette étude, c'est vraiment très intéressant. Et là, les données, notamment pour le Sud-Loire, quel est votre avis par rapport aux perspectives de réduction sur une voie bientôt de la route de Pornic et baisse de la limitation de vitesse? Alors, une voie pour les autosolistes et perspective aussi du futur CHU avec le passage par le pont et dans ce secteur-là.
Alors, je vais éluder la question de la vitesse, ou en tout cas, je vais y répondre différemment parce que intellectuellement, ça peut paraître compliqué, ou en tout cas à comprendre. C'est qu'on peut aller plus vite en roulant moins vite. Les vitesses moyennes là, qu'on relève à l'heure de pointe, c'est 33 km/h. On pourrait très bien dire que si tout le monde, par un système qui demain sera développé, où on saura à quelle vitesse les gens roulent partout, on pourra très bien dire qu'entre le mardi et le jeudi, entre 8h et 8h30, il est interdit de rouler à plus de 40 km/h. Et tout le monde va gagner en temps de déplacement. C'est-à-dire qu'il va le prendre comme une restriction en disant mais le problème, c'est que les échangeurs, notamment, et tous les carrefours ou points névralgiques, pour débiter, ils débitent plus facilement quand il y a des véhicules qui roulent à vitesse constante et à débit minoré que quand des gens arrivent de pénétrante à 110 et qu'il arrive sur un mur à 50 ou à 30. Voilà. Donc du coup, on peut jouer aussi sur les vitesses, mais c'est ce concept d'aller plus vite en roulant moins vite, des fois c'est un peu plus complexe. Maintenant, sur les perspectives. Les perspectives, elles ne sont pas dessinées sur la route de Pornic. Il y a effectivement, je lis la presse, il y a des choses qui se pensent. Je ne veux pas forcément répondre sur les annonces faites par les uns et les autres. En tout cas, il y a une situation que moi j'imagine, c'est que si on prend l'intérieur du périphérique comme un siphon, on sait qu'au regard des dynamiques démographiques, ce siphon, il ne pourra pas accepter plus de voitures. Mais ça peut paraître, je sais que ça peut être choquant, mais il y a un moment, il faut le dire. C'est qu'à un moment donné, à l'heure de pointe, on ne pourra plus. Il y a un volume qui ne pourra plus être accepté. Ou si, il pourra, mais il faudra accepter de passer plus de temps dans sa voiture. Donc ça, c'est un fait. Maintenant, le fait, c'est quelle alternative on a pour moins utiliser la voiture. Il y a plein de choses qui vont sortir prochainement dans le PDU, qui sont, je dirais, moins classiques que les réponses monomodales qu'on avait avant. À l'intérieur du périphérique, on l'a expliqué, on a enlevé une voie, on a mis un tramway ou un TC lourd. Quand on commence à passer sur le périurbain, voire au-delà, on voit bien que, on sait qu'on ne pourra pas développer du tramway. Un tramway, c'est 25 millions d'euros du kilomètre. On sait qu'on ne va pas desservir Saint-Philbert de Grandlieu en tramway. Les collectivités n'ont pas les moyens. Maintenant, c'est comment on fait pour créer différentes alternatives crédibles. Et là, je ne parle plus de mode. C'est-à-dire comment je garantis qu'il existe une solution qui ne sera pas la même sur tous les territoires, qui ne sera peut-être pas la même à toutes les heures de la journée, qui permettent de dire, si vous prenez ce type de mode, donc là on peut penser covoiturage, on peut aussi encore penser TC, nous on vous garantit un temps de parcours parce qu'on va rendre sur l'infrastructure des capacités pour que vous soyez prioritaire. C'est tout ça qui est en train de foisonner en ce moment, mais pour lesquels on va être plus dans l'expérimentation que dans des choses qui vont arriver brutalement et qui vont être marquées. Si on ferme les voies, les 2x2 voies qui restent dans la métropole et qu'il n'y a pas d'alternative, on sait que ça va être compliqué. Maintenant, c'est quelle alternative on met en place. Et là, il y a tout un jeu qui va être des réponses beaucoup plus différentes que celles qu'on avait l'habitude de manipuler. On parle de gestion dynamique des infrastructures. Comment, à un moment de la journée, on utilise les voies différemment que le reste de la journée. Il y a un chiffre qui est sorti dans la presse, mais qu'on avait déjà utilisé. Si on regarde le nombre les voitures en circulation dans la métropole à l'heure de pointe du matin, qu'on regarde ce que représente le nombre de places vides disponibles dans ces voitures, puisque de toute façon, dans 9 cas sur 10, c'est une personne par voiture. Toutes ces places disponibles, quand on les cumule, vous savez combien ça représente de rames de tramway? Dites un chiffre. Allez, on va jouer au juste prix. On commence à 100. Qu'est-ce qu'on gagne? C'est surtout ça. C'est 1200, oui. Oui, il a été pris dans la presse. Non. Mais en tout cas, c'est ça. Et du coup, on a des potentiels à développer. Alors, je sais que dans un modèle où la voiture a été souvent la réponse ou l'exclusive réponse sur certains territoires, il y a beaucoup de choses à imaginer. Mais on va être plus, à mon avis, de l'ordre de l'expérimentation, de tentative, que d'imposer des choses en dur. Quant à la question du franchissement, ça on l'a dit,
Il y a une étude actuelle et les conclusions devraient arriver. On y reviendra sûrement, oui. Qui a le micro? Oui, bonjour, Alain Grand-Guillot. Je voulais compléter un peu ce qui vient d'être dit. Vous avez déjà répondu pour 50%. Je voudrais juste rajouter 2 éléments. Je suppose que donc c'est un nouveau modèle, ça va être prolongé avec des perspectives, surtout comme on nous parle sur 2030, donc des évolutions du trafic à 2030. Je voulais vous signaler 2 choses que j'ai observées. Donc j'ai fait des études pour la logistique qui n'avaient rien à voir au départ, mais j'ai travaillé sur des sites un peu plus infra-métropole. Donc je vais vous donner 2 exemples. C'était le Sud-Loire. Mon but, c'est de faire du cabotage. Donc, qu'est-ce qui se passait sur le Sud-Loire et sur le Nord-Loire? J'ai l'impression, surtout après ce qui s'est passé sur le Bas-Chantenay, j'ai participé à une association d'entreprises, et ce qui s'est passé lors de notre visite aux mines, c'est-à-dire qu'on nous dit, on a prévu le transport pour les salariés. Donc, Bas-Chantenay, il y a des entreprises. Or, on s'aperçoit qu'on n'intègre pas les évolutions de résidence sur ces mêmes zones. Alors, accidentellement, je me suis aperçu que les Sorinières, je crois qu'en 2030, vont passer à 10 000 habitants, ce qui est la projection. Mais on n'intègre pas les problèmes d'accessibilité à la fois entre les communes du Sud-Loire et la Sorinière, d'ailleurs, qui est au Sud-Loire, pour un accès au centre-ville. Et sur le Bas-Chantenay, c'est à peu près pareil, c'est-à-dire que là, il y a un peu un blocage, puisque ça a été signalé par les chefs d'entreprise et les résidents, c'est qu'on n'a pas d'accès réel à un service transport en public, et on n'a pas des solutions, même là pour l'instant, je dirais c'est un peu un détroit pour faire par rapport, qu'est-ce qui va se passer avec l'arbre à aérons et qu'est-ce qui va se passer avec les demandes de stationnement aussi, on oublie souvent, ça prend sur la voirie, sur l'augmentation des résidences sur le Bas-Chantenay et avec les entreprises. Donc j'ai l'impression qu'on oublie l'évolution démographique à prendre en compte dès maintenant. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que le mine nous dit, oui, il va y avoir le C, je ne sais plus combien, il est à 1 kilomètre. Et seulement, pour aller à 1 kilomètre, on s'aperçoit que les gens vont prendre plutôt la voiture que de se servir du transport en commun. Et c'est à peu près la même chose qui se passe sur le Bas-Chantenay, c'est-à-dire que les gens n'utilisent pas même un service, peut-être vélo qu'ils pourraient mettre dans leur voiture, ils viennent en voiture personnelle. Donc j'ai l'impression que là, il y a un oubli sur les problèmes qui amènent à une congestion sur certaines zones autour du centre-ville. Je ne suis pas sûr que Laurent Fouin soit en capacité de répondre sur cette situation précise, mais moi je vais traduire ça par une autre question. Ce que je souhaite, c'est qu'on intègre l'augmentation de la démographie qui est prévue pour 2030. C'est la question que j'allais poser, c'est-à-dire que l'outil, là, il mesure une situation, oui. Il a mesuré la situation de ce matin, mais est-ce qu'on peut l'utiliser pour faire des projections intégrant l'évolution démographique, voilà. Est-ce que c'est un outil qui peut, à un moment aider à se projeter? Aujourd'hui, on a déjà des outils de projection qui sont des modèles plus ou moins complexes dans lesquels on rentre tout un tas de données de base qu'on fait évoluer et du coup, on voit comment les tuyaux vont être en capacité à absorber. Ça, on le fait. Alors, je ne connais pas l'ensemble des diversités des problèmes sur la métropole. Forcément, il y en a. Mais en tout cas, on essaye de le faire en cohérence. D'ailleurs, le PDU, pas celui-là, mais l'autre, avait vraiment insisté sur la cohérence des politiques d'aménagement et de déplacement. D'ailleurs, il y a un socle commun en matière pour le PLU, le PLH et le PDU. Donc, bon, après, il y a la vraie vie. Et parfois, il y a des trous dans la raquette qu'il faut corriger. La desserte du mine par le C4, c'est un sujet et il n'est pas absent des discussions. Je sais qu'on en discute. Voilà. En plus, la CEMITAN régulièrement peut être sollicitée par les chefs d'entreprise pour dire, voilà, je sais que sur la C5, c'est pareil, il y avait des zones qui n'étaient pas couvertes. Voilà, et on essaye de modifier un réseau, mais il faut imaginer un réseau pour 630 000 habitants, ce n'est pas juste un trait sur une carte en disant, voilà. En tout cas, ça a pour but,
à terme, au-delà de l'enrichir avec du qualitatif, qui, quoi, dont, où, comment, c'est bien sûr de rentrer dans des modèles de prédiction beaucoup plus simples que ceux qu'on utilise aujourd'hui. Ok, merci. Qui a le micro? Oui, André. Oui, merci. André Arbreteau, Conseil Développement. Depuis 7 ou 8 ans que j'ai la chance d'écouter les bouchons le matin chez moi, plutôt que de les pratiquer, je peux rejoindre ce qu'a dit Laurent sur la montée en puissance des encombrements au Sud-Loire. Le matin, c'est là que se passent les premières difficultés. Les 3 grandes étant la route de Cholet avec le vignoble, en arrivant à la porte du vignoble. Le deuxième, c'est celle de Pornic, bien sûr, à partir de la jonction des lignes, des routes qui viennent de Saint-Brévin et de Pornic. Et puis après, jusqu'à la porte de la Bouvre et aussi l'échangeur de Bougnay. Et puis le troisième, c'est bien sûr à la fois l'autoroute qui vient du sud, de la Roche-sur-Yon, tout ça, avec la route parallèle qui vient aussi de la Roche, Montaigu, et puis aussi l'échangeur de Viey, qui fait beaucoup parler de lui, qui est en grands travaux actuellement. Donc grandes difficultés qui interviennent souvent les premières, qui sont un peu nouvelles par rapport à ce qui se passait avant, et qui attirent l'attention sur les difficultés du Sud-Loire. Deuxième petite chose sur le Sud-Loire, Nantes Métropole, puisqu'on constate qu'au Sud-Loire, tant en ce qui concerne le rabattement sur le busway ou le tramway, les parcs relais marchent du feu de Dieu. Donc, Nantes Métropole a décidé de doubler la capacité des parcs relais de 400-500 places jusqu'à 1000 places, aussi bien à la porte de Vertou sur le busway qu'à la Neustrie à Bougnay sur le tramway. Je ne sais pas si c'est la solution idéale. On le verra. Laurent le verra dans ses observations. Mais enfin bon, a priori, c'est une bonne mesure. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il n'y a pas que le Sud-Loire. Parce qu'il y a des choses qui sont un peu entrées dans les mœurs de façon traditionnelle et qui concernent le Nord-Loire aussi, hein, parce que ça date peut-être de le plus longtemps. J'ai eu l'occasion de faire une expérience que je ne fais pas souvent, c'est-à-dire de sortir de Nantes le matin du lundi 5 novembre, c'est-à-dire le jour des rentrées des vacances de la Toussaint. Aucun problème pour moi pour sortir de Nantes. Porte d'Armor n'était pas encore occupée par les Gilets jaunes, ça passe partout, très bien, très bien, très bien. Mais en face, par contre, à partir du moment où je suis sorti de Nantes et ce qui vient de l'axe de la route de Vannes, eh bien, en face de moi, de l'autre côté, il y avait une congestion complète de poids lourds et de voitures qui n'était pas à l'arrêt complet, mais qui était très congestionnée. Moi, je suis sorti à l'échangeur, enfin à la sortie de porte de Temple de Bretagne. Et puis j'ai vu que ça se prolongeait toujours. Et quand je suis arrivé à mon lieu de rencontre, j'ai vu des gens de Savenay qui m'ont dit « mais c'est tous les jours pareil ». Et le bouchon, il commence à Savenay, tous les matins. Donc là, c'est des longueurs de bouchons qu'il ne faut pas oublier, qui sont aussi à constater dans l'agglomération. Donc il y a pas mal de choses encore à observer. Et on oublie parfois, et je ne parle pas de la route de Rennes, mais on parle beaucoup moins parce que c'est un peu moins récent que le Sud-Loire. Et puis dernière chose, en cette époque où on parle d'économie peut-être obligatoire, d'économie pécuniaire, du fait des problèmes qui se posent sur le prix du carburant, même si ça va peut-être s'atténuer un petit peu en temps qui viennent, mais le covoiturage sera peut-être un succès du fait justement de ces difficultés pécuniaires des gens qu'on obligera à se regrouper pour faire du covoiturage. Et puis donc l'idée que lance Nantes Métropole, dans le PDU, il va en parler demain, de faire des axes de covoiturage sur des couloirs dédiés au covoiturage, bon, je ne sais pas si ça marchera, mais enfin, c'est une idée à creuser. Et puis c'est surtout une idée à creuser avec le département, parce que les bouchons commencent bien en amont du périphérique, ou sur un territoire où on n'a pas la maîtrise des voies de circulation. Commentaire? Pas de commentaire? Non, mais André le dit bien. Alors, je n'ai pas forcément été dans l'analyse des bouchons, même si quand je parle de Loire et Sillon et de la RN 165, c'est bien ces territoires depuis Savenay et toute cette. Je dirais à partir de Malville, là, on voit effectivement, et on le voit sur la carte, hein, on le voit ce bleu marine là, qui est plus marqué. Non, mais il y a des vraies questions à travers tout ça. C'est-à-dire que quand on répond. Les opérateurs de transport sont déjà différents. C'est-à-dire que quand vous êtes en urbain, c'est la Sémitan et Nantes Métropole. Quand vous êtes dans l'interurbain, c'est la région. Les modes qui circulent, eux, vont être sur une route qui va être tantôt à Nantes Métropole, tantôt au département, tantôt à l'État. Derrière, il y a des modèles économiques, et tu le sais, en matière d'investissement des transports publics. Et là encore, qui investit, pour qui, pourquoi. Et donc là, c'est tout ça aussi qui est interrogé. C'est-à-dire que quand on parle de nouveaux usages qu'on va expérimenter, qu'on est à la recherche de nouveaux modèles, ce n'est pas uniquement un modèle de déplacement, c'est aussi les modèles économiques, juridiques qui permettent de repenser nos offres de mobilité. Quand je dis juridique, c'est par exemple quand vous commencez à dire je vais mettre des véhicules sur des voies, en tout cas sur une 2x2, je vais mettre des véhicules, ou en tout cas je vais rendre une file prioritaire à des bus
ou à des covoitureurs. Bah, si vous les faites doubler par la droite, ça va commencer à être compliqué, parce qu'en France, on n'a pas le droit de doubler par la droite. Donc ça veut dire qu'il y a tout un tas de systèmes, ou en tout cas à repenser et à penser pour pouvoir trouver des réponses au-delà du périphérique. Jean-François Houzeau. Vous avez parlé des P plus R, là, mais justement, les P plus R, il n'y a pas une modification en cours que voudrait faire Nantes Métropole, c'est-à-dire ne le rendre l'accès possible qu'aux gens qui ont le Libertad. Si, mais je crois que c'est déjà même en place. Oui, mais alors, pour les gens occasionnels, ça ne présente plus aucun intérêt. S'ils prennent les transports publics, si. Non, la question c'est si j'ai un ticket de métro, Oui. de tramway, Jusqu'à présent, on pouvait rentrer dans le P plus R avec un ticket de tramway. avec un ticket de transport. Mais là, apparemment, ça serait réservé uniquement à ceux qui ont la carte. Oui. Ah non. Elle est conditionnée à l'utilisation du TC. Il y a peut-être un tarif différent. Je n'ai pas forcément la connaissance exacte de ce qui est mis, mais c'est justement ce qui a été fait, c'est pour réguler l'usage, pour bien s'assurer que les places des P plus R soient disponibles à ceux qui utilisent les transports collectifs. Parce que sur un tas de P plus R, on n'avait pas forcément d'accès ou de contrôle d'accès, et du coup, c'était plus du stationnement résidentiel que du stationnement disponible pour les gens qui voulaient utiliser les TC. Ok, alors après, oui. Donc Bernard Lefebvre, Conseil de développement. L'allongement notable, enfin supérieur du Sud-Loire par rapport au Nord-Loire, donc est dû à une question de débit. Donc dans le débit, il y a forcément une augmentation du trafic, donc d'utilisateurs. Je voulais savoir si vous avez mesuré plus d'utilisateurs, enfin une augmentation plus importante du nombre d'utilisateurs Sud-Loire par rapport au Nord-Loire, aux heures de pointe. Et la deuxième chose, c'est donc l'état du réseau, le réseau routier. Donc, si le réseau routier est de moindre qualité au Sud-Loire qu'au Nord-Loire, outre les franchissements de la Loire, ça pourrait s'expliquer. Il y a quelques temps, il y a 20 ou 25 ans, Saint-Herblain était connu par ses ronds-points. Bon, maintenant, il y en a de plus en plus dans le reste de l'agglo. Mais est-ce qu'on peut mesurer pour certains usagers, est-ce que les ronds-points seraient meilleurs que des feux rouges, meilleurs que des stops, meilleurs que des priorités à droite? Mais est-ce que l'écartement des voies serait meilleur dans le nord ou dans le sud? Est-ce que ça rend plus sensible l'augmentation des temps pour les gens du Sud-Loire? Alors, est-ce que c'est les routes ou est-ce que c'est les automobilistes? Il y a beaucoup de questions. Il y en a une, vous l'avez pointé, vous l'avez vu, mais on ne l'a pas abordé sous cet angle, mais on a l'intention de le faire. C'est-à-dire que nos chiffres, c'est toute chose égale par ailleurs. C'est-à-dire que quand on parle d'une difficulté d'accès du Sud-Loire par rapport au Nord, on ne pondère pas ces résultats par le nombre de personnes qui vont je dirais, avoir à subir des temps de dégradés en plus. Si j'essaye d'être plus clair, c'est qu'il y a moins d'habitants au Sud-Loire qu'au Nord-Loire. Donc, même s'il y a des temps inférieurs au Nord-Loire, vu qu'il concerne plus d'habitants, si je cumulais les minutes perdues par l'ensemble des habitants du Nord, si je faisais une pondération, ce serait, à l'inverse, je dirais, c'est plus impactant pour les habitants du Nord. Je ne sais pas si vous me comprenez. Le nombre de minutes perdues au Nord est beaucoup plus important parce qu'il y a beaucoup plus de monde. C'est ça. C'est plus simple comme ça. Après, individuellement, la question est différente. Mais du coup, on n'a pas rentré cette pondération, mais c'est aussi intéressant de voir la réalité spatiale et l'accessibilité, mais aussi voir combien de personnes sont impactées, ou en tout cas qui ça impacte. Ça, c'était pour la première. Ensuite, pour tout ce qui est ingénierie, voirie, ça va être très long si on commence à rentrer là-dedans, mais en tout cas... pas de raccourci, je n'ai pas dit que le rond-point tout à l'heure était pas bien. Le rond-point, il a montré, en tout cas dans son approche nantaise, le petit giratoire ou le mini giratoire, le double giratoire. Il a montré qu'à un certain niveau de trafic, il permet, en supprimant une voie que l'on dédie au transport collectif, d'assurer de la fluidité et du débit, plus que si on avait mis un système classique. Après, si on rentre dans est-ce que tel carrefour est bien dimensionné, l'évasement des voies, etc., je crois que là, on va rentrer dans mais il y a des vrais sujets. Mais plus pour les bus ou les chronobus que pour la voiture. Et aujourd'hui, on se pose plus les questions de profil de voirie, de points noirs de voirie,
pour assurer aux bus, et notamment aux chronobus, dont le concept, c'est bien de garantir un temps de parcours. Donc comment, en travaillant encore sur la voirie, on peut les fluidifier, leur garantir le temps de parcours, plus que d'optimiser à tout va les temps de parcours de la voiture. Je sais pas si Alors, oui, dans le fond, qui? Oui, Oui, bon, Gérard. bonsoir. Les anciens collègues, attention, les vieux vont taper sur les jeunes. Gérard, tout de suite. Non, pas du tout, au contraire. Au contraire, moi je voulais féliciter Laurent et Laurent pour la mise en place de cet outil que je trouve assez puissant et assez extraordinaire. Ça n'existait pas quand j'étais là-bas. Mais donc bravo. Moi je voulais rejoindre à la fois une problématique d'actualité et puis un début de réflexion que vous avez eu à la fois sur l'occupation de la voirie et puis André venait d'en parler tout de suite aussi sur le covoiturage. Il y a une question que je voudrais poser ou une suggestion que je pourrais faire, mais je pense que Laurent a dû déjà y penser aussi un peu en idée de développement. Mais c'est de traduire en fait les minutes perdues par les personnes en espèces sonnantes et trébuchantes et voire éventuellement aussi en pollution générée, etc. Je pense que ça serait intéressant. Je pense qu'avec les outils qu'on a en fait de monétarisation des temps perdus, il y a des choses qui existent. Hein. On pourrait en fait montrer aux gens combien ça leur coûte éventuellement d'être seuls dans leur voiture sur des axes très chargés à l'heure de pointe du matin et éventuellement leur montrer combien ça pourrait quelle économie ça pourrait engendrer s'ils étaient à plusieurs dans un véhicule. Je pense que ça, on doit pouvoir l'engendrer et on doit pouvoir relier ça aussi, comme il y a une localisation en fait, géographique des personnes qui se déplacent, on devrait pouvoir relier ça aussi à des données que possède l'agence, et peut-être même plus d'ailleurs maintenant dans les coffres-forts là, des bases de données, relier ça en fait aux revenus disponibles des personnes, voire éventuellement à la quantité de finances du ménage qu'elles dépensent dans les déplacements par mois, etc. Je pense qu'il y a un champ en fait d'explication ou d'information de la population sur les raisons pour lesquelles ils dépensent beaucoup d'argent dans leurs déplacements, qui ne serait pas inintéressant à développer, surtout vu l'actualité très récente. Merci. Est-ce qu'il y a de l'argent dans les coffres-forts là? Dans les coffres-forts, je ne sais pas. Alors il y a plein de choses. Bah, Gérard, tu le sais, puisque Gérard a travaillé à l'agence avant moi, donc voilà, tu le sais qu'on a déjà fait, par exemple, on sait aujourd'hui dire que pour un habitant moyen, une voiture à l'année, c'est 4 500 € par an. Et donc ça, on le communique aux élus. Mais on sent que le côté, alors je parle avant taxation des carburants, on sent que c'était et on leur disait mais ça va augmenter, c'est inéluctable. Alors pas forcément parce que ça va être taxé, mais parce que les énergies fossiles se réduisant, ça va augmenter. Mais du coup on voit bien que ça faisait pas encore levier. Par contre, je reviendrai peut-être, je serai peut-être invité. On est en train de développer un outil là qui s'appelle Imob, et donc qui permet à un habitant qui a un projet immobilier de rentrer son projet actuel, sa situation actuelle. Donc il va rentrer son logement, sa localisation, sa surface, son chauffage, son mode de déplacement, lui et son ménage, le nombre de voitures à disposition, ses coûts de stationnement. Il va pouvoir faire la même chose sur son projet et évaluer à la fin le coût, notamment la part des déplacements que sa nouvelle lieu de résidence et son nouveau choix d'habitation va impacter sur son budget. Et également, mais ça les gens sont moins sensibles, l'impact CO2 de son déplacement et de son déménagement. À suivre. Ok. Alors, oui. Oui, Michel, je suis pas là. Est-ce que vous envisagez une application de votre logiciel pour avoir en temps réel le temps qu'il faudrait de chaque point? Alors, ceci dit, ça existe plus ou moins parce que des logiciels comme Waze, ça nous permet de voir si ça sature ou pas. Et est-ce que vous analysez aussi par rapport à Waze les routes secondaires qui sont empruntées par des gens pour gagner du temps et qui ne sont pas aussi sans poser de problème? Est-ce que vous voyez cette influence de Waze ou des logiciels comme ça?
Alors, tout ce qui est. Alors, Waze, vous le savez ou pas, a été racheté par Google. Donc, quand on interroge Google, c'est bien ces données dont vous parlez qu'on récupère. C'est les données de Waze et de Google Maps. Donc, en fait, ce que vous demandez, c'est ce que produit déjà une application. C'est-à-dire que quand vous préparez votre déplacement, vous dites ce matin, vous regardez, Waze va vous dire le temps que vous allez mettre pour atteindre votre destination. Et ben, c'est tous les calculs qui ont permis de faire. D'estimer ce temps de parcours que nous, on vient récupérer en fait. Donc en fait, nous, on l'agrège et on l'a 16 fois par jour pour tout ce que j'ai montré, mais c'est exactement la même chose. Ensuite, les routes secondaires, c'est un sujet. C'est un sujet parce qu'il y a beaucoup d'élus qui se plaignent justement que les nouveaux GPS les plus performants permettent du coup de prendre des voies qui ne sont pas dédiées à du transit, mais plutôt à de la desserte locale, à la vie du quartier. Ça, c'est mesurable puisqu'on voit dans les cartes de chaleur que propose. Alors, carte de chaleur, c'est les cartes où on voit, c'est plus ou moins rouge en fonction du trafic. On commence à voir justement des cartes où les voiries secondaires qui étaient blanches avant deviennent colorées. Et ça, c'est des éléments que vous avez vous-même. Si vous allez sur Google, vous tapez Google Trafic, ou vous avez les cartes en temps réel de la saturation de la métropole. Par contre, vous n'avez pas les données qui objectivent tout ça. C'était pour ça qu'on a cherché ça. Michel Jouvet, je me suis un peu occupé du PDU pour le compte du Conseil. Et vous avez fait référence au PDU, à l'évolution des parts modales. Autant que je me souvienne, le PDU prévoyait, pour les voitures particulières, pas partagées, une rupture considérable puisqu'il y avait une diminution à la fois des parts modales, mais des volumes également, au profit des déplacements piétons-vélo, mais ce n'est pas sur les déplacements piétons-vélo que je voulais vous interroger, mais au profit d'une augmentation importante de la voiture partagée. Nous, on a dit au niveau du Conseil que les intentions étaient louables, que ces intentions à l'horizon 2030 nous semblaient, pour être pudique, largement soumises à débat. Et on souhaitait qu'il y ait un suivi très, très attentif tous les 2 ans ou 3 ans de l'évolution de ces parts modales. Est-ce que l'outil que vous avez mis en place permet de suivre l'évolution de la voiture partagée ? Comment vous faites dans le trafic ? Est-ce que c'est possible ? Non, c'est pas possible. En tout cas, à ce stade-là, on ne sait pas combien sont les gens qui se déplacent. Oui, ça fait partie des ambitions. Il y a des possibilités pour l'avoir. Donc l'outil pour mesurer l'évolution respective des parts en volume et des parts modales, voitures tout seul et voitures partagées, dans l'état actuel, n'est pas possible. N'est pas possible avec cet outil-là. Pas avec cet outil-là, mais on a aujourd'hui des outils intermédiaires. Tout à l'heure, j'ai parlé des enquêtes déplacement. On a des outils intermédiaires qui sont des baromètres, où en fait, en statistique, si on interroge 1000 personnes, c'est le principe des sondages de divers et variés, politiques et autres, si on interroge 1000 personnes, on arrive à peu près à avoir une photographie nette à grande échelle d'une pratique. Donc si demain, Nantes Métropole dit à l'agence, on a besoin d'avoir une photographie ou en tout cas des résultats mis à jour des parts modales, tant que ce sera les parts modales des habitants de la métropole, on interroge 1000 personnes et on pourra donner une valeur. Par contre, si demain vous dites, mais je voudrais savoir sur Nantes Métropole, qui covoiture, c'est-à-dire quel âge ils ont, quel CSP, là on vient découper l'échantillon et 1000 ça suffit plus. Donc il faut passer à des outils beaucoup plus gros, beaucoup plus chers. Et deuxième question, qui est plus une suggestion, est-ce que vous avez pensé ou imaginé que cet outil-là pourrait permettre de suivre les temps de déplacement des transports collectifs, des bus par exemple, de voir comment ça évolue également? Parce que moi j'entends aussi des gens dire que la saturation des temps de déplacement, c'est vrai aussi à travers les bus aux heures de pointe, etc. Je trouve que ça serait intéressant d'explorer aussi cela. C'est en cours. Bon, moi, je vais venir sur des questions qui sont... il y a des constats qui sont faits de congestion. D'ailleurs, je crois que dans votre travail, il y a des cartes qui disent assez clairement où est-ce que ça sature sur les voies, sur le périphérique. Mais rien de très nouveau, en fait. Rien de très nouveau, donc c'est simplement la confirmation à travers ce travail. Et donc,
je vais caricaturer un peu et je me mets à la place des gens de la montagne, du Pèlerin et de Saint-Jean-de-Boiseau. Peut-être qu'à un moment, ils vont avoir intérêt à passer par le pont de Saint-Nazaire pour venir au centre de Nantes. Je ne crois pas que ce soit encore le cas, mais comment, à partir de ce travail et d'autres, on imagine d'améliorer quand même le dispositif global? Alors, on a parlé d'un pont, il y a eu souvent des débats, il y a eu des études. Est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a des choses qui vont se préciser sur ce sujet-là, par exemple? Moi, je peux pas vous dire. Je sais qu'aujourd'hui, et vous le savez, puisque ça a été dans la presse, hein, mais il y a une étude sur un futur franchissement à l'intérieur du périphérique ou à côté de Cheviré. Voilà, et que l'étude est en cours. Donc l'agence ne conduit pas cette étude, hein, elle a été confiée ailleurs. Donc je ne peux pas, moi, vous dire les conclusions. En tout cas, pour moi, ce qui est important, c'est, même si on est dans un contexte où on l'a bien compris, on ne pourra pas financièrement, et pour tout un tas d'autres questions, augmenter ou être dans un modèle où on augmente la taille des tuyaux à la voiture. Parce que sinon, de toute façon, c'est un appel d'air et on n'y arrivera pas et on ne répondra pas aux grands enjeux de notre territoire à 20 ans ou 30 ans. Voilà. Maintenant, il y a quand même à regarder toujours ces histoires de maillage. Le maillage, c'est important. Et donc, quand on parle de pont ou de franchissement, le pont, c'est déjà une réponse à un franchissement. Quand on dit franchissement, on ne dit pas forcément pont. Et quand on dit pont, on ne dit pas ce qui passe dessus. Ça va être aussi ça. C'est-à-dire que si, pour moi, à mon avis, donc là, c'est moi, Laurent, et d'ailleurs, c'est Laurent, il y a besoin d'un franchissement. Ce qui est important, ce n'est pas tant l'ouvrage, mais c'est ce qu'on va mettre dessus et les choix qu'on va opérer à passer dessus. Parce que là où il serait placé, il offre des opportunités de maillage et de transversalité sur le réseau TC hyper importantes. Ok. Oui. Oui, juste une question pour rire, mais Google aujourd'hui diversifie ses activités dans plein de choses, y compris dans l'urbanisme. À la limite, est-ce qu'on pourrait imaginer que Google, le travail que tu fais, Google le fasse directement pour la métropole? C'est-à-dire que Google pourrait être l'agence d'urbanisme des métropoles. Ou alors c'est toi qui devrais travailler chez Google, mais il y a quelque chose qui peut se jouer dans les activités là. Non, mais on va rire effectivement, mais ça paye bien Google aussi. Hein. Ah, c'est pas le problème, c'est qu'il y a deux choses. Il y a le métier de l'informatique et puis après il y a ce qu'on en fait et comprendre ce dont on manipule et au regard du territoire sur lequel on est. Je suis pas sûr que Google, mais effectivement on a un modèle de développement de Google. Ils peuvent très bien se dire, nous on a tellement de données qu'on sait tout qu'on peut se mettre. Pourquoi pas? Je suis pas sûr que ce soit leur secteur. Du coup, c'était quoi la question? Est-ce que je pourrais aller travailler chez Google? Oui, ça c'est oui. Mais après, il y a la transversalité. Il faudrait qu'ils se positionnent sur ce créneau-là. Je pense que c'est pas. Non, il y a quand même. C'est pas forcément rémunérateur. Je veux dire, l'agence est une association. Certes, on a des subventions, mais on n'est pas dans un modèle économique où on se dit, c'est super rentable de faire de l'agence d'urbanisme. Il faudra peut-être que l'agence d'urbanisme observe ce que Google va faire à Toronto, puisqu'ils ont été retenus pour prendre en charge la totalité d'un quartier nouveau de Toronto, donc construction, déplacement, oui, je sais bien. etc. Je sais bien. Alors après, c'est ce que je disais aussi, c'est l'intention d'utilité qu'on a. C'est-à-dire que par rapport à notre job du quotidien, c'est aussi pas tomber dans... Parce que dans la Smart City, il y a effectivement plein de données qui vont être générées. Nous, c'est en quoi, lesquelles nous intéressent, ce qu'elles apportent dans la décision, dans l'évaluation des politiques publiques, plutôt que de... Voilà. J'avais dit que c'était une question pour rire. Oui. Mais encore... Google pourra placer sa Google Car. Voilà. Je répète pour simplement que ça soit dans le micro et enregistré. Oui, Yves Robin. Alors moi, il y a quelque chose qui me vient en tête, c'est que je n'ai pas appris grand-chose finalement ce soir. Parce que je connaissais tous les points noirs de l'agglo quand même, parce que je la pratique, je l'observe. Donc je n'apprends pas de grandes nouveautés, mais il faut apprendre à faire avec. Alors donc, je ne sais pas si vous êtes en relation avec la région Bretagne, parce qu'il y a une plateforme qui s'appelle WestGo.
Est-ce que vous avez entendu parler de Westgo? Oh oui, d'ailleurs, elle n'est pas que bretonne. Oui, voilà. Elle est aussi métropolitaine. C'est la plateforme de covoiturage de la métropole Voilà, nantaise. et donc c'est une plateforme publique. Qui a été développée en concertation Bretagne et Pays de Loire. Voilà. Donc ça pourrait être une des solutions à nos problèmes locaux, là. Mais après, il y a toujours le même problème, à savoir, tout à l'heure, j'ai passé dans le quartier Bagatelle, au nord, là, derrière Auchan. C'est une zone qui est devenue infréquentable. Il y a des voitures partout. C'est invivable. Je me demande comment demain ils vont vivre quand tout sera construit, parce que ça construit encore. Et on se pose toujours la question, on fait des nouveaux quartiers, et en somme, comment on intègre ça? Alors, heureusement que finalement, du côté de la Beaujoire, je crois qu'il n'y aura pas d'habitat supplémentaire, parce que sinon, c'était une nouvelle catastrophe, quoi. Parce que aujourd'hui, on est en train de privilégier de nouveau l'habitat vertical. Donc, quelque part, c'est bien, mais alors, quelque part, c'est Alors, il y avait deux questions. Je l'ai dit, il n'y a pas de scoop ce soir. C'est-à-dire que nous, on n'a pas découvert les choses, sauf qu'on a formalisé, on les a objectivés en chiffres, et maintenant, dans le temps, on saura vraiment pas juste dire, tiens, ça augmente, ça chauffe, ça. On dira oui, et oui combien, et oui plus que là, et plus qu'ailleurs. Mais effectivement, on retrouve le périphérique, les grandes pénétrantes, le Sud-Loire, les problèmes de franchissement, la Loire, l'Erdre, etc. L'important, c'était de mettre l'outil en place pour pouvoir, dans le temps long, être capable d'objectiver les choses. Donc, j'ai pas de souci avec le fait que vous n'ayez rien appris. En tout cas, c'était aussi mettre en perspective ce travail au regard des nouveaux outils d'observation du territoire. Parce qu'il y a aussi cette dimension-là. On renouvelle nos métiers, nos approches de l'observation territoriale, qui est une des composantes des métiers à l'agence d'urbanisme. C'est qu'un petit bout, hein, on ne fait pas qu'observer, on fait plein d'autres choses aussi. Sur la question du voiture, il ne faut pas imaginer non plus les élus comme des grands planificateurs. En matière d'urbanisme, il faut être très humble. Il y a des logiques aussi de marché. Il y a des mécanismes assez complexes emboîtés les uns dans les autres. Je vous donne un exemple. La métropole, 6e métropole de France, grandit de 8700 habitants par an. Si la métropole ne construit pas, qu'est-ce qui va se passer? Les prix vont exploser. Les prix vont exploser. Les plus faibles revenus vont plus pouvoir habiter la centralité ou en proximité. Vont se retrouver éloignés, voire très loin. Vont donc prendre leur voiture. Il y aura encore plus de monde. Il y aura plus de CO2. Il y a des choix qui sont faits et c'est pas simple parce que effectivement qu'on tire un levier, et bien forcément ça bouge un autre. Et du coup c'est comment, et ça a été clairement annoncé dans le Plume et la présidente de la métropole en parle souvent, c'est une métropole qui tient son rang mais qui est vivable et ça réinterroge les formes urbaines, ça interroge beaucoup de choses. C'est sûr que tout à chacun, on a acheté, on a connu un endroit, on avait sa petite maison, on était tranquille et la ville elle a grandi. Et elle se grandit, et là, on dit, il y a des voitures, il y a du monde. Oui, mais c'est la spontanéité. Les marchés de l'emploi, les logiques économiques, on ne les régule pas. Les élus, ils n'ont pas la capacité, ils peuvent améliorer, mais ils ne régulent pas tout. Ils ne peuvent pas tout réguler. Alors, il y a encore deux questions. Jean, moi je voulais, sans être chauvin, j'ai entendu beaucoup la photographie et tous les chiffres intéressants que vous avez donnés, mais vous vous situez, enfin c'est dans votre rôle, hein, au niveau du constat, du constat statistique, etc. Mais par rapport à l'usager, bon, j'habite dans le sud-ouest, j'habite à la montagne, et quand je regardais sur la magnifique publication du Conseil, là, à la page 18 du rapport Repenser la mobilité pour 2030, quand on regarde cette carte, un homme normalement constitué, il est affolé parce que le sud-ouest, il n'y a strictement rien. Il y a une ligne de chemin de fer qui traverse à certains endroits. Mais alors après, la communauté urbaine ou notre métropole, enfin je ne sais plus qui, bon, ils ont essayé de pousser avec la Sémitan, de mettre en place des bus dits rapides pour le matin, etc. Mais
ces bus rapides, ils s'engorgent. Ils n'arrivent pas. Donc en réalité, sur le papier, ils sont rapides quand il n'y a pas de circulation. Mais aux heures entre 8h et 8h30, ils ne peuvent pas passer pas plus que les autres. Donc, moyennant quoi, eh ben, le citoyen, il se rabat encore sur sa voiture. Hein. Le covoiturage, bon, il y a un sacré travail d'information et de sensibilisation à faire. Et sur le sud, c'est le fiasco. Alors, je sais bien que Laurent n'est pas dans sa responsabilité d'investir, mais par rapport aux politiques, est-ce que Laurent peut essayer de remuer un peu le politique? Parce que je crois qu'il y a cet engorgement du sud, autour Porte de Bougnay, Porte du Sud, est important, d'autant plus que, alors avec les conneries de l'aéroport, tout est bloqué, hein, et ce nœud va constituer une chose très préoccupante. Alors j'en conviens bien que le sud, c'est rien par rapport au nord, hein, parce qu'il y avait tout l'ancienneté. Non, pas de complexe, Jean. Ben, oui, mais enfin, cette réalité, elle est grande, hein, et je pense que... Et je ne parle pas non plus des liaisons transversales, parce que vous avez toute votre brillante présentation a été tout sur la centralisation, mais... Sur le transversal, quand on pense que, alors on suggère le bac, hein, mais la liaison entre, vous sortez au bac d'Indrette, hein, si vous voulez aller à Boueil, hein, ben comment vous faites? Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de réponses parce que. Mais il y en a. Alors oui, c'était les constats ce soir. Ben voilà, il y a eu un peu d'analyse, on se pose des questions, mais. Non, mais je ne l'ai pas pris comme tel, hein. Il n'y a pas de souci. Déjà, les métiers de l'agence, on travaille, je vous l'ai expliqué, pour des collectivités. On a des adhérents. Donc, quand on a des intuitions, des analyses, on va rarement le faire en premier lieu devant les citoyens. C'est juste que voilà, on nous paye pour ça, donc on ne vient pas dire comme ça au conseil de développement ce qu'on pense. Voilà. On a des endroits spécifiques, fléchés, où on dit ce qu'on pense, et ensuite, une fois que y a les arbitrages sont faits, bah voilà, c'est ceux qui ont été faits. Après, en tant que citoyen, des fois, on a un avis, mais je m'oblige à avoir un droit de réserve, ou en tout cas de mettre une frontière entre mon avis de citoyen et de spécialiste. Par contre, sur la route de Pornic, la Bougnay, la Bouvre, vous inquiétez pas, c'est identifié. Il y a eu plein d'articles de presse. Laurent a fait notamment une étude pour Bougnay-Rezé. C'est le temps de l'étude, je sais c'est long. Après, il y a des arbitrages, il y a plein de choses. Et du coup, il y a des solutions. En tout cas, il y a des solutions proposées. La question, et c'est un des points durs, c'est que l'Express 8, son problème, c'est pas tant qu'il existe et ses fréquences, c'est sa capacité à être plus rapide que la voiture parce qu'il est dans les bouchons que les autres. Donc tout ça, c'est en cours. Je sais bien que le temps de l'étude, le temps de l'opérationnel, c'est long, mais il y a tout un tas de solutions opérationnelles qui sont posées. Et après, bon, voilà. Mais en tout cas, c'est un coin, je crois que tout le monde le connaît dans la métropole, hein. En tout cas, il fait partie des marottes. Je voulais juste rebondir. Je sais qu'il y a une question. Je ne veux pas être plus impératif que mais ça va être très court. La réponse que vous faites au nom de Laurent, on réserve nos propositions aux élus, je la comprends de votre point de vue. En tant que citoyen, et me choque parce que comment veut-on que les citoyens participent à un débat s'ils n'ont pas les éléments du débat et s'ils n'ont que les solutions retenues? Et ça pose une vraie question dans la façon dont les citoyens sont alimentés par ceux qui ont une capacité à proposer des solutions. Je ne vais pas plus loin. Non, mais je me suis mal exprimé. En tout cas, on a une participation avec les citoyens, c'est-à-dire qu'on intervient quand on a besoin pour différents... Je suis intervenu sur le débat sur la Loire. Je peux intervenir n'importe où, n'importe quand pour présenter des données objectives, pour aider à expliquer les choses. Par contre, quand on me sollicite sur des études en cours dans lesquelles il y a des arbitrages en cours, je ne peux pas, en tout cas, moi, je m'oblige professionnellement à ne pas rentrer dans les conclusions des études, c'est tout. Par contre, s'il y a des sujets de discussion pour lesquels j'ai des éléments qui peuvent vous aider à construire votre propre argumentaire, l'agence est aussi faible pour ça. Ok, merci. Dernière question alors. Bonjour à tous, Jean-Marc Allais. L'État a pour forte ambition de développer l'aéroport Nantes-Atlantique. Que compte faire la métropole pour gérer les accès à cet aéroport?
Là, Merci. on a dépassé un peu le champ de la soirée, mais là, il y a une étude, hein, clairement. Là, il y a une étude lancée pour l'accessibilité de la future plateforme aéroportuaire. Donc, moi, je crois que d'ailleurs, je l'ai vu dans la presse ou pas, je ne sais pas. En tout cas, il y a un certain nombre de propositions, vous le savez. On peut étendre le tramway, on peut le connecter à la voie ferrée. Pardon ? Non, mais c'est tout ça. Il y a tout un tas de solutions possibles qui vont être à l'étude et après, il y a arbitrage. Mais en tout cas, forcément, dans le dossier aéroport, voilà, la question de son accessibilité est un prérequis. Alors, je vais terminer peut-être par 2 petites questions. La première, ça concerne le vélo. Est-ce que l'outil MetroSat peut à un moment travailler sur les temps de parcours? Alors, on n'est plus sur l'aire urbaine parce qu'évidemment, on est sur des distances là qui sont plus celles du vélo, mais est-ce que le vélo peut être observé grâce à MetroSat avec les temps de parcours, etc. Alors, oui, mais en fait, on n'en a pas besoin. D'accord. Il n'y a pas de congestion. Il n'y a pas de congestion, donc en gros, entre un point de départ et un point d'arrivée et un itinéraire, si on le rapporte à la vitesse du vélo qui est à peu près stable encore, il n'y a pas beaucoup de distance, différence. On arrive très vite à avoir les temps vélo en fait. On n'a pas de problème pour les avoir en tout cas, c'est ce que je voulais dire. Puis alors j'ai une vraie dernière question par contre qui est très importante parce que vous avez parlé toute la soirée, mais vous habitez où? J'habite à Boiseau, à côté de la montagne, donc je connais bien. Jean, tu vas pouvoir en parler directement avec Laurent Fouin. Très bien, merci vraiment beaucoup. On peut l'applaudir.